et vous allez pouvoir profiter de la conférence de M. GL que je veux présenter en 2 minutes. Avec le professeur GL, on s'est connus quand j'étais en Guyane. Lui, il était à ce moment-là en Guadeloupe. C'est un professeur de psychiatrie, aujourd'hui à Amiens. Et on s'est retrouvés à Rennes il y a peu de temps maintenant, un mois et demi. Et comme c'est un esprit évolué et qui vole dans les hautes sphères, il m'a montré ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter en psychiatrie à partir d'un logiciel qu'il va vous présenter aujourd'hui. Et je me suis dit qu'au regard des difficultés que nous avons aussi bien à Bar-le-Duc, à Saint-Dizier, à Verdun, que les soignants rencontrent, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient médecins, dans la prise en charge, que peut-être on aurait ici une piste pour faciliter le travail des soignants, peut-être une piste aussi pour faciliter le travail des médecins, bref, quelque chose qui pourrait nous aider dans notre pratique quotidienne. Alors, plutôt que d'en faire moi, qui ne suis pas psychiatre ni infirmière, la démonstration, je me suis dit que ça serait intéressant que le professeur GL vienne nous voir et nous présente les choses lui-même, avec ses mots à lui. Et voilà, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guidoni. Je suis très heureux, très honoré de l'invitation et de découvrir ainsi Bar-le-Duc et de vous rencontrer. Donc moi, le temps qu'on va prendre ensemble, c'est pour réfléchir effectivement à cette question de comment les outils numériques dont on peut disposer aujourd'hui peuvent nous aider à apporter plus de précision et peuvent nous aider dans l'évolution des besoins que nous avons et des ressources que nous avons et que nous cherchons à consolider. Donc moi, mon métier principal, c'est d'être psychiatre. J'aime bien rappeler qu'avant d'être psychiatre, j'étais médecin urgentiste et pour vous dire que j'ai toujours considéré que la psychiatrie était une activité médicale qui était extrêmement importante pour protéger la vie des personnes et qui devait aller vers un renforcement de sa démarche, de sa rigueur, de sa précision, pour être en capacité de mieux prendre soin des personnes qui nous sont confiées. Et les 2 axes sur lesquels je suis plus spécialisé et que je pourrais un peu développer davantage avec vous, qui est la problématique des traumatismes psychiques et la problématique du risque suicidaire et la problématique des addictions également, qui font partie des axes sur lesquels je me suis engagé quand j'étais aux Antilles. Et quand je suis revenu, je continue à travailler de cette façon-là aujourd'hui à Amiens. Alors, du coup, ce qui est intéressant avec le numérique, c'est que l'on peut vraiment avoir des outils qui soient accessibles là où on se trouve. Ce que je vais vous montrer là, c'est un lien qui peut être accessible sur toute machine informatique. La complexité que nous avons eue là, c'est de faire fonctionner ce lien avec les enregistrements vidéo et les captations qu'on veut faire. Mais le lien, il fonctionne sur n'importe quel ordinateur qui a la capacité de recevoir et de se connecter sur Internet. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous parler un peu de cette question de l'intelligence artificielle qui s'introduit de façon assez importante dans le domaine de la médecine. Et comment... alors, je n'ai pas un écran total. Est-ce que j'arrive à le faire? Non. Bon, petit souci. Comment l'intelligence artificielle peut nous aider à avoir davantage de précision dans notre approche thérapeutique, dans notre capacité à écouter les patients, ce qu'on nous a tous dit en médecine, et tous les métiers que vous faites sont des métiers centrés sur l'écoute de la personne, et avec la complexité c'est de choisir également ce qu'il y a à écouter et comment on peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle qui va nous permettre, par l'apprentissage qu'on a pu faire à une machine, à partir de grands volumes de données qui ont pu lui être transmises, comment on peut lui apprendre les éléments du raisonnement humain et comment, par la capacité que la machine a d'intégrer des informations, elle peut nous apporter des perspectives pour nous restituer des analyses qui vont s'appuyer sur des similarités
entre ce que nous lui avons appris et ce qu'elle est capable de nous montrer à partir d'un extrait d'information qu'on va lui proposer. Et comment celui qui utilise cet outil va être en capacité de s'appuyer sur les informations qui vont être données pour pouvoir proposer aux patients des éléments de précision qui vont nous aider, nous, infirmiers, avec un diagnostic infirmier, médecins avec le diagnostic médical, à pouvoir apporter des éléments de clarification en offrant aux patients une approche qui est personnalisée et qui s'appuie sur des connaissances élargies par les ressources qu'on a pu lui transmettre. Le logiciel ne sait faire que ce qu'on lui a appris à faire. Mais ce qu'il est capable de faire, c'est de le faire très vite et de nous proposer quelque chose qui vient nous aider et qui doit nous aider de façon fluide, rapide, au cours de l'entretien dans lequel on va vouloir recueillir de l'information. Ce que je vais vous montrer, c'est aussi répondre à des questions sur l'évolution de la compréhension de la santé mentale. Et vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur une plus grande finesse dans les diagnostics psychiatriques. Et puis on se rend compte qu'il y a des diagnostics qui deviennent finalement assez larges, même s'il y a des composantes à l'intérieur, et qu'aujourd'hui la recherche en psychiatrie va plus vers l'analyse des phénotypes que l'analyse du diagnostic, et comment les outils numériques peuvent nous permettre de proposer des phénotypes aux patients qui vont permettre aux cliniciens de discuter avec cette interface. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on va partager les informations en temps réel avec le patient. Le recueil d'informations et le traitement d'informations qui va pouvoir être fait va être un support qui va aider et l'intervenant, clinicien, l'assistante sociale, qui est aussi très souvent engagée dans un entretien et un recueil d'informations, comment on va pouvoir analyser les données du recueil de l'entretien avec ces outils qui, grâce à l'apprentissage qui a été fait, va nous permettre de restituer une information. Ce qui est très important, c'est que, étant donné qu'on va utiliser un outil numérique, il faut tout de suite informer le patient sur la sécurité et la confidentialité de ce qui lui est proposé. On ne mettra pas dans ce logiciel-là d'informations médicales, on va mettre des informations qui vont décrire des paramètres tels qu'on va les voir ensemble. On ne mettra jamais le nom du patient sur ce site. Ce site ne va pas garder d'informations, il va les traiter au fur et à mesure, mais c'est une règle qu'on va partager et on va, dès le départ, prendre et recueillir le consentement du patient pour qu'on puisse s'appuyer sur cet outil comme une aide à la décision pour mieux le comprendre, nous, et aussi, en psychiatrie, l'aider, lui, à mieux comprendre ce qu'il est en train de vivre par l'intermédiaire de ce qu'il va nous dire. Monsieur Guidoni, on fait les questions après ou est-ce qu'on peut intervenir au milieu? Bon. Moi, je suis assez favorable à ça aussi. Quand il y a quelque chose qui ne vous paraît pas suffisamment précis, eh bien, je suis venu pour pouvoir échanger avec vous. Donc, puisqu'on y est autorisé, prenez, il y a un micro qu'on pourra vous partager lorsque vous avez une question que vous souhaitez transmettre. Alors, ce qui est innovant aussi dans la démarche par rapport à la psychiatrie que je vais vous montrer, c'est que je vous disais, qui m'a amené aussi à construire cet outil et de participer à l'équipe de recherche qui l'a construit, c'est de travailler dans une approche transdisciplinaire avec notamment une équipe de linguistes. Voilà. Et les linguistes, et en particulier le professeur Guidère, avec qui nous avons écrit un premier livre qui s'appelle « Psychotraumatologie, les mots et MOTS du trauma », on a travaillé sur cette problématique de l'analyse du langage avec l'outil linguistique. Et le linguiste, lui, il sait identifier des structures de mots, des structures du langage, des marqueurs sémantiques. Et dans ce travail-là qu'on a fait, qui est un travail minutieux, pied à pied, en considérant chaque marqueur sémantique, quelle est sa valeur sur le plan émotionnel pour un psychologue ou pour un psychiatre. Et donc, on a fait ce travail de finesse sur des grandes quantités de verbatim, et on a partagé cette réflexion avec une équipe québécoise
qui porte aujourd'hui le développement de cet outil. Et donc, on a appris au logiciel, on lui a appris, voilà, cet élément de sémantique, il est lié à tel marqueur émotionnel. Ce groupe de marqueurs sémantiques avec donc ce groupe de marqueurs émotionnels, il a telle valeur. Et en même temps, on lui a donné des textes et on a pu lui montrer aussi la pondération en fonction de la classe d'âge, en fonction du niveau éducatif, en fonction du genre aussi, avec une question qui est importante à considérer, que les hommes et les femmes n'utilisent pas le registre émotionnel de la même façon. Et donc tous ces éléments-là que nous connaissons tous, eh bien, lui, il les intègre et il nous propose quelque chose. Et c'est ça qui est très important, c'est que l'outil que je vais vous présenter là, que je suis en train de vous montrer, il vient nous apporter une information qui vient clarifier et qui vient donner une organisation dans le cours de l'entretien. Alors, puisque un des éléments majeurs que je veux vous montrer, c'est comment on peut s'appuyer sur une analyse du langage autour d'un recueil que l'on va faire de façon structurée. Et je vous dis, pour que l'analyse du langage soit faite de façon pertinente, eh bien, on fait comme on fait habituellement dans les métiers de la santé, eh bien, on prend des informations sur les caractéristiques, notamment sociodémographiques de la personne, mais par souci de discrétion, de confidentialité, on ne met pas la date de naissance, parce que de toute manière, ça n'a pas d'importance d'avoir l'âge précis. Et donc, on va mettre une classe d'âge. On va dire, par exemple, c'est une personne, elle a 35 ans, donc entre 30 et 39. Voilà. Et donc, on va pouvoir entrer l'information. Et lui, il enregistre cela et le code pour notre entretien avec le code qu'on lui a donné aujourd'hui. Vous avez vu que là, ici, je vais vous lire parce que ce n'est pas forcément facile à lire. Il nous dit « renseigner un identifiant ou une référence ». Donc, moi, je construis une référence dont je marque le lien sur le dossier médical, mais je ne marque pas le nom sur le dossier informatique. D'accord ? Et à partir de ça, je vais rentrer des informations qui vont permettre au traitement qui nous est proposé de prendre en compte, je vous ai dit, le genre de la personne, masculin, féminin, autre. On peut également entrer des informations sur le niveau de formation. Et là encore, un niveau de précision qui nous permet de prendre en compte comment, dans l'écoute de la personne, cette écoute personnalisée qu'on va faire, on va prendre en compte si elle s'est arrêtée au niveau du collège, si elle s'est arrêtée au niveau du brevet ou du bac ou après. L'outil, il est opérationnel à partir de 7 ans. En dessous, le langage n'est pas suffisamment élaboré pour pouvoir être utilisable aujourd'hui. Donc on marque ce niveau d'étude. Voilà. On va marquer ensuite des caractéristiques de la situation familiale. Là encore, on vient dans ce principe également de l'apprentissage que peut faire un outil. Plus on va lui apprendre des choses, plus il va être performant. Et donc, il va apprendre aussi à considérer dans le texte des paramètres qui peuvent être différents à prendre en compte en fonction de l'organisation de la famille. Et donc, on peut aller vers ce degré de personnalisation et lui dire, par exemple, que cette femme, elle est dans une famille recomposée et qu'elle est peut-être également en situation parentale avec des enfants. Donc, elle a des enfants, donc on lui donne cette information-là parce qu'on ne parle pas de la même façon quand on est parent ou quand on ne l'est pas, et donc on lui apprend ce degré de précision qui va être utile. On va lui également donner quelques informations qui vont caractériser, mais de façon générale, mais que lui va pouvoir extraire. Est-ce que c'est une personne qui est sans emploi ? Est-ce que c'est un étudiant ? Est-ce que c'est une personne en retraite ? Est-ce que c'est un salarié ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des fonctions de cadre ? On peut classer en fonction des informations qui nous paraissent importantes pour venir renforcer dans la précision de l'analyse du langage qu'on va faire ensuite. On va également prendre en compte des paramètres sur est-ce qu'il y a un traitement. Et là, un traitement global. Tous les traitements ont une influence potentielle sur le discours, du fait de leurs effets directs ou indirects. Et donc, du coup, on prend en compte cette question-là. On peut prendre en compte si c'est l'élément prioritaire qui est une affection chronique qui caractérise la situation de la personne, qu'elle soit psychiatrique ou autre. Alors, là, c'est un point très important que je veux vous présenter. Quand on a un entretien par rapport à un patient avec un trouble de santé mentale, on sait aujourd'hui que les événements de vie ont une influence sur le développement de la santé mentale. Tous les événements de vie qui ont marqué la personne et que l'événement de vie soit récent ou soit ancien.
Et ce qui est important, c'est de proposer aux patients de réfléchir avec nous et de partager quel événement de vie parmi la liste qu'on va lui proposer correspond à un problème aujourd'hui pour lui, même s'il a été aujourd'hui peut-être, moi je pense à des patients qui sont venus me voir avec une situation de stress professionnel, de se sentir harcelé à son travail, d'envisager de déposer une plainte contre son employeur parce qu'il est extrêmement mécontent de la façon dont il est traité. Et je lui dis, j'ai entendu, mais on va regarder parmi la liste des événements de vie, lequel a le plus d'importance pour vous comme résonance? Et je lui cite les événements, et je prends le temps de les lire et de l'aider à réagir. Je ne lui demande pas de me préciser le détail de l'événement, mais simplement la nature de l'événement. Est-ce que c'est un divorce, un deuil? Est-ce que c'est avoir été exposé à une violence conjugale ou intrafamiliale? Est-ce que c'est avoir été exposé à une maltraitance dans l'enfance, une maltraitance dans l'adolescence, une maltraitance au travail, une mise au placard, un chômage forcé? Est-ce que c'est avoir été victime d'un accident de travail ou à domicile? Est-ce que c'est avoir été exposé à des substances toxiques? Est-ce que c'est avoir été concerné par un accident de la route? Est-ce que c'est avoir été concerné par une agression physique, avoir été attaqué, frappé, battu? Est-ce que c'est avoir été blessé par une arme à feu ou une arme tranchante, avoir été menacé? Est-ce que c'est une agression sexuelle, un viol, une tentative de viol ou tout autre acte sexuel qui aurait été commis par la force ou sous des menaces? Est-ce qu'il s'agirait d'une autre expérience à caractère sexuel non désiré, désagréable, comme des agressions sexuelles dans l'enfance ou ce qu'on appelle les abus sexuels? Est-ce que ce serait une catastrophe naturelle, une inondation, des ouragans auxquels vous auriez été exposé? Est-ce que c'est un incendie ou une explosion? Est-ce que c'est une participation à un conflit armé? Est-ce que c'est avoir été en captivité? Est-ce que c'est avoir été malade avec une blessure, une maladie qui aurait pu mettre votre vie en danger? Est-ce que c'est avoir été exposé à des souffrances humaines intenses? Est-ce que c'est avoir été exposé à la confrontation à une mort violente, un homicide, un suicide? Est-ce que c'est la mort subite et inattendue d'un proche? Est-ce que c'est la blessure grave ou un dommage grave, voire la mort que vous auriez pu causer vous-même à quelqu'un, ou bien toute autre expérience récente? Vous avez vu, elle est longue, cette liste. C'est un effort pour le clinicien de le lire, pour le patient de l'entendre. Les patients acceptent très bien qu'on lise ça et ils cheminent dans leur tête avec ce qu'on leur dit. Et on peut être régulièrement surpris sur le fait que l'événement qu'ils vont citer là n'est pas l'événement récent. Voilà. Et moi, je trouve beaucoup de situations dans lesquelles ils me disent « l'événement grave pour moi, c'était la violence conjugale de mes parents, c'était la maltraitance quand j'étais enfant, c'était l'agression sexuelle quand j'étais enfant. » Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour lui, spontanément, c'est le point qu'il va dire. Et ce qui est très important, c'est de ne pas lui demander de décrire cela. On a pris cet engagement au départ et on le respecte. S'il veut en parler un petit peu, l'intérêt de la démarche que je vous propose là, c'est d'avoir un recueil qui est structuré pour organiser suffisamment notre entretien et de s'appuyer sur la méthode qui est proposée par l'entretien. Et donc, du coup, on évite les digressions à laquelle on est parfois tenté de se dire « Ah, il me parle de ça, peut-être c'est important ». On lui dit « J'entends que c'est important pour vous, mais là, on va poursuivre notre démarche. Quand vous le voudrez, on pourra revenir dessus. » Et donc, vous l'avez, l'information, elle sortira dans le bilan que vous avez. Et donc, du coup, il a la liberté de vous réinterroger. Mais ce qui est important pour moi, c'est de maintenir une organisation dans le déroulement de l'entretien pour pouvoir donner aussi suffisamment de contenant à l'entretien que l'on va faire. Alors, ce qui est important aussi, c'est de préciser où on se trouve quand on fait la passation. Si on est en Guyane, eh bien, c'est pas pareil, parce que l'environnement va interagir. Si on est à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Bar-le-Duc, eh bien, le contexte est quand même, je vous assure, très différent. Monsieur Guidoni pourra le partager. Et donc, du coup, il faut prendre en compte cette question-là. Mais de même façon, peut-être que là, on va dire qu'on est dans l'Hexagone, mais que lui, il est né en Guyane. Voilà. Et du coup, il faut prendre en compte ça. Il parle le français, il n'y a pas de problème. Il parle le français, mais le fait d'être né en Guyane et de vivre aujourd'hui à Bar-le-Duc ou de consulter à Bar-le-Duc, eh bien, c'est important d'apprendre à le prendre en compte. Et lui va nous le proposer de façon intégrée dans l'analyse. Il va prendre ce paramètre en phase et il va enrichir cette compétence. Alors, également, très important, en quelle langue les gens parlent volontiers de leurs émotions, eh bien, ils parlent de leur langue, en leur langue maternelle. Et du coup, il faut s'assurer de sa langue maternelle. Et donc, on va lui demander,
Est-ce que c'est le français, votre langue maternelle? Donc on pourrait choisir le français, mais peut-être que c'est pas le français. Peut-être que, et il y a sans doute des populations migrantes et également dans Bar-le-Duc ou dans la région où vous êtes, et le patient peut vous dire, moi ma langue maternelle c'est l'arabe. Voilà. Mais ça pourrait être une autre langue. Et dans ce cas-là, moi, en tous les cas, je ne maîtrise pas du tout l'arabe. Voilà. Mais le traitement qu'on va faire peut lui permettre de parler en arabe si c'est la langue qu'il préfère parler. Voilà. Et on peut lui apprendre toutes les langues que l'on estime utiles à la communauté. Et ce qui est très différent, c'est que vous avez tous déjà utilisé Google Translate, vous avez tous utilisé également des interprètes dans les consultations, mais là, c'est pas ça dont il s'agit. C'est pas de faire une traduction, c'est de pouvoir lui demander de parler dans sa langue. Et nous, on a inscrit, si on sort sur le module avec telle langue, on a fait un travail avec les linguistes dans la langue que le patient utilise. Si c'est l'arabe, le professeur Guider avec qui on a co-construit et l'équipe ce projet est également professeur agrégé d'arabe. Donc du coup, l'arabe est une langue qui a été intégrée. Là, il fonctionne très bien en français, en anglais et en arabe. Et ce qui est tout à fait saisissant, vous allez voir tout à l'heure quand on va être sur ce paramètre-là, le patient va parler dans sa langue, donc français ou arabe, et sur l'écran, il verra apparaître ce qu'il dit dans la langue dans laquelle il le dit. Voilà. Et ça, vous allez voir en français, mais sauf si quelqu'un veut le tester en arabe, mais on va déjà faire en français aujourd'hui. Et c'est un paramètre qui est important à prendre en compte parce qu'on sait que la langue crée vraiment un obstacle au diagnostic en psychiatrie. On sait qu'en épidémiologie, le fait d'être migrant est un facteur de risque très important d'être considéré comme porteur d'une pathologie psychotique, du fait des référentiels qui sont différents, du fait de la langue qui, même s'il parle le français, amène des éléments qu'on peut considérer comme des bizarreries, qui sont en fait à des référentiels différents. Et donc, du coup, là, il nous propose, il va nous l'analyser, il va intégrer ce paramètre-là. Voilà. Également, dans cette recommandation d'une approche structurante et structurée, je demande systématiquement aux patients de me dire, puisque vous êtes venu à la rencontre donc de l'assistante sociale, de l'infirmier ou du psychologue ou du psychiatre, aujourd'hui, vous diriez que votre détresse de 0 à 10, elle est sur quelle intensité? Vous savez que les patients qui viennent nous voir, ils sont vraiment très attentifs à la qualité de l'écoute et de l'attention qu'on leur porte. Et parfois, ils se disent, mais ils n'ont pas bien compris mon niveau de détresse. Et bien là, du coup, c'est lui qui va nous le proposer. Voilà. Et je lui dis, vous trouvez votre détresse, elle est modérée, elle est perturbante mais gérable, elle est intense, difficile à ignorer, elle interfère avec vos activités de travail, elle est extrêmement perturbante pour vous, elle est très intense avec un impact significatif sur votre travail, elle est la plus intense possible, à 9, avec une incapacité à fonctionner, ou à 10, avec une détresse tellement intense que vous êtes incapable de fonctionner et vous êtes tout le temps submergé par les émotions. Et donc le patient, on lui laisse réfléchir. Moi, je travaille avec une tablette qui est sur mon bureau. La tablette, elle est partagée, je la regarde et le patient la regarde. Il peut choisir le niveau de détresse qui lui correspond le mieux. Il peut choisir avec son doigt. Et c'est très important pour moi aussi d'inscrire cette démarche qui est numérique, mais qui est personnalisée et qui est interactive et avec une interaction renforcée avec le patient. Bon, une fois que j'ai choisi, peut-être qu'elle va me dire que c'est une détresse extrêmement intense et perturbante, je vais la sélectionner et il va l'enregistrer et il me l'inscrira dans le rapport, puisque j'aurai accès à un rapport qui sera soit un fichier PDF que je peux imprimer ou que je peux mettre dans un autre logiciel médical si c'est mon souhait, que je peux transmettre à un collègue si c'est la démarche que je souhaite. Et je peux aussi avoir la synthèse qui peut apparaître sous forme de rapport synthétique qui peut être adressé par mail de façon automatique. Très important, vous savez que ça fait partie des recommandations en psychiatrie, de considérer la taille et le poids pour avoir l'IMC. Et donc, du coup, on va lui demander combien il pèse. S'il mesure 165 cm et qu'il pèse quand même 89 kg, tac, OK. Donc, quand je fais soumettre, je vais avoir une information qui devrait m'apporter un petit commentaire. Et il me dit, tiens, 89 kg pour 165, ça veut dire que vous avez un IMC à 32,69. Il dit que vous avez... Il dit, et je fais très attention à ça, je ne lui dis pas qu'elle est grosse, je lui dis que lui dit qu'elle a une obésité modérée. Qu'est-ce qu'elle pense de cette information? C'est très important d'avoir cette information-là parce qu'on sait que
Le poids est un reflet peut-être d'une atteinte du comportement alimentaire, sans doute s'il y a des éléments de pathologie, et que c'est un reflet aussi de la santé mentale. Et donc c'est très important. Moi, ça fait partie des recommandations dans la saisie des dossiers, et je pense que vous le faites sans doute pour la plupart d'entre vous, et je vous le recommande fortement. Moi, je vois des patients qui n'ont pas forcément leur poids en tête. Moi, j'ai une balance à côté de moi. Je leur propose de se peser. Et c'est une information qu'on vient et qui intègre aussi la démarche. Donc on est rigoureux, on est structuré et on intègre des paramètres somatiques comme celui-là parce que c'est une personne que l'on prend en compte et le médecin généraliste, il va avoir cette information-là aussi et ça va apparaître et lui, il va l'intégrer dans notre démarche. Très important ensuite, je vais aller sur une évaluation rapide des addictions. L'addiction la plus fréquente, c'est quand même l'alcool. Et je vais systématiquement, dans mes premiers entretiens, premier ou deuxième entretien, prendre cette démarche-là. Et l'outil qui s'appelle le Catch, que vous connaissez probablement pour un certain nombre d'entre vous, et avec une question qui est là aussi, qui est très standardisée, qui est simple à poser. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ? Eh bien, elle va me dire non. Votre entourage vous a déjà-t-il fait des remarques au sujet de votre consommation d'alcool ? Elle va vous dire oui. Ils me prennent tout le temps la tête parce qu'ils trouvent que je bois trop. OK. Donc, on a un oui qui apparaît. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vous buviez trop ? Alors là, du coup, c'est intéressant parce que cette question, on l'a posée sans choisir le fait qu'elle avait quelque chose qui nous indiquait qu'elle avait une consommation d'alcool, mais on le choisit parce que c'est la rigueur de la démarche. Et moi, je me suis surpris à poser cette question notamment à des femmes, de façon maintenant systématique. Enfin, je le fais à tout le monde. Mais avant, je ne sais pas pourquoi je le posais moins aux femmes. Et je découvre qu'il y a beaucoup de femmes avec lesquelles spontanément, je n'aurais pas posé la question et qui me disent, voilà, par exemple, elle peut me répondre, oui, cette personne-là, oui, j'ai déjà eu l'impression que je buvais trop. Et on va avoir la quatrième question qui est, avez-vous déjà eu besoin d'alcool dès le matin ? Là, elle va me dire, non, là, il ne faut pas exagérer, j'ai jamais eu ce besoin-là. OK. Et je vais soumettre l'information et il va nous dire, tiens, il y a 2 oui qui sont présents, 2 oui. Il nous dit que s'il y a 2 oui, ça évoque qu'il y a peut-être un problème sur l'alcool qui mériterait qu'on en reparle. Voilà. Et du coup, ça a permis de poser cette question-là, de pouvoir revenir dessus à un autre moment. Et le fait de le poser de façon systématisée est bien accepté par les personnes. Du coup, ce n'est pas un jugement de la valeur de quelque chose que j'ai vu, c'est ma démarche rigoureuse et moi je l'aurai dans mon rapport. Après, ce qu'on a inscrit, que je pense qui est important, c'est aussi, alors on peut le partager comme on veut avec le patient, c'est nous, cliniciens, ça c'est inspiré des travaux de recherche qui demandent toujours de mesurer ce qu'on appelle en anglais le CGI, mais en français c'est l'ICG, ça veut dire l'index de clinique global, ça veut dire comment je trouve ce patient en termes de sévérité de 0 à 7 parmi l'ensemble des patients dont j'ai l'expérience. Et ça, l'infirmier peut le faire avec son référentiel à lui. Chacun d'entre nous peut dire, voilà, ce patient, je trouve qu'il est modérément grave. C'est une façon de s'habituer aussi à poser une démarche évaluative sur ma subjectivité, mais du coup, j'ai une approche qui vient renforcer ma subjectivité avec une mesure. C'est la première fois que je la vois, donc je ne peux pas mesurer l'amélioration, mais une prochaine fois, je pourrai le faire. Et là, il me propose de cocher, si je veux avoir l'ensemble des informations recueillies dans le rapport que j'aurai à la fin, je vais cocher cette case et je vais valider les informations que j'ai eues ici. Bon, je peux le faire. Voilà. Donc là, c'est un premier recueil de variables qui a le mérite simplement d'organiser et de nourrir des éléments importants qui vont me permettre pour les étapes suivantes. Donc il me rassure que mon rapport a été validé avec succès. Il me rassure, le système n'enregistre aucune donnée, ne stocke aucune analyse, mais vous pouvez enregistrer, si vous le voulez, un PDF ou l'imprimer. Voilà, donc c'est rappelé. Et donc maintenant, je reviens sur ma ligne du haut. Alors ma ligne du haut, elle me donne les principaux modules qui sont accessibles avec ce logiciel que je vous présente. Et on va aller vers ce que je vous ai déjà un peu énoncé, qui est l'analyse du phénotype. Là, je le fais premier ou deuxième consultation, où je vais proposer au patient
de continuer. On a donc choisi ensemble qu'il avait une détresse, je ne sais plus, j'avais dit 6, je crois. Bon, peu importe. Je vais choisir, donc j'ai dit l'événement actuel. Je ne me souviens plus, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce qu'elle avait dit, cette femme? Non, je n'ai pas choisi un événement. Allez, violence, maltraitance dans l'adolescence. D'accord. Donc j'ai choisi ça. Et maintenant, je vais lui dire, voilà, on va aller vers un recueil d'informations, puisque vous venez me voir pour un problème. Plutôt que de me raconter ce que vous aviez prévu de me raconter du problème, donc j'avais dit c'est une situation de stress au travail et elle se sent harcelée par son hiérarchique. Voilà. Donc vous savez que de demander le récit de ce qui a été vécu est une démarche qu'on fait habituellement, qui peut être importante, notamment sur le plan judiciaire, sur le plan d'un certain nombre de raisons, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un axe qui est plus utile pour aller sur des éléments plus personnels que le patient, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le langage intérieur. Ça veut dire, plutôt que... Vous avez vu que depuis tout à l'heure, je vous parle, vous avez entendu surtout, c'est le langage extérieur que j'utilise. Vous, pour l'instant, vous avez très peu parlé à moi, mais vous vous êtes parlé à vous. Vous vous êtes fait des commentaires, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous veut, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau. Vous êtes tous d'accord, vous avez eu ces questions. Ce que nous faisons, nous, les humains, c'est que nous avons, les humains éduqués, nous avons appris donc à raisonner, à penser, et nous sommes amenés à, chaque fois que nous avons une pensée, d'en faire une phrase. Et cette phrase que vous communiquez à vous, c'est le langage intérieur. Et du coup, on peut demander ça au patient. Vous, puisqu'elle vient me parler de ce problème-là, je vais lui dire, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous voyez, vous, intérieurement, et comment vous vous parlez, vous, de ce problème. Vous me suivez? Je ne sais pas l'effet que ça vous a fait quand je vous ai dit ça, mais alors j'aurais pu, pour pousser un peu plus l'effet, j'aurais pu dire par exemple à une personne qui est devant, qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, depuis tout à l'heure quand je parle, quoi. Et la plupart d'entre vous auraient trouvé ça un peu incongru et auraient pu me dire « mais enfin, c'est très personnel. Ce que je me dis dans ma tête, je n'ai pas du tout prévu de vous le partager. » Et j'aurais bien compris. Et c'est une réponse que j'ai souvent avec les patients quand je leur propose cette phrase-là. Je leur demande « j'aimerais avoir les phrases que vous vous dites à vous quand vous vous parlez à vous de ce problème. » Très souvent, les patients me disent « mais enfin, docteur, c'est très intime votre question. » Donc là, je laisse un petit silence, mais c'est une réponse qui m'intéresse quand le patient me dit qu'effectivement, c'est intime ce que je vais lui demander. Allez-y. Oui, donc ce que vous abordez, c'est la notion du langage articulé qui est là pour convaincre et qui ne manque pas de nous affecter. Et ce langage articulé, on parle pour l'autre, on ne parle pas pour soi. Et ce que vous abordez, c'est la notion de ce qu'on peut se dire au fond de soi-même, c'est-à-dire ces 12 ou 13 petits secrets parfois qu'on puisse avoir et qui ne sont jamais évoqués et qui peuvent être en lien éventuellement avec de la honte. Peut-être. Et alors, ce qui est important, c'est que les linguistes qui ont travaillé aussi sur cette question-là savent que ce langage intérieur, il prédit nos comportements. Ce qu'on se dit à soi prédit ce qu'on va faire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez raison, donc il y a ce qu'on dit aux autres qui est aussi ce qui m'établit la relation avec l'autre et ce que j'ai envie que le médecin, que l'infirmière, que l'assistante sociale entendent de moi. Mais là, c'est un autre message, c'est qu'est-ce que je me dis moi de mon problème. Okay ? Et ça va avoir beaucoup d'influence sur mes comportements. C'est en lien aussi avec les croyances de la personne et ça va agir sur les comportements qu'elle va choisir, les actions, et ça agit aussi sur son état global. Quand on se met en tête des phrases négatives avec un haut niveau de stress, on va peut-être en voir un exemple, ça a un retentissement biologique aussi. Ça a un retentissement biologique, la colère dans laquelle on peut être, qu'on entretient par ce que l'on se répète dans sa tête,
Ça a des répercussions que tout le monde connaît. La première, ça va être un niveau d'adrénaline qui peut être plus élevé, et donc du coup une fréquence cardiaque plus importante, mais également un taux de cortisol plus important. Voilà. Et ce taux de cortisol plus important, il a un impact sur notre santé globale, notamment sur les structures limbiques, sur l'hippocampe, mais pas que. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, par cette question qui est assez simple, qu'on n'a pas l'habitude de poser systématiquement, on est là sur un élément du moteur quand même de la personne humaine, et qui a un retentissement global, parce que ça a une influence, et il y en a qui considèrent même que ça a une influence sur les risques également d'un niveau de stress élevé qui peut favoriser des atteintes sur l'état immunitaire, sur l'immunodépression, sur une vulnérabilité plus importante à certaines formes de cancer également. Et donc, du coup, on est sur un sujet qui est vraiment important, d'être sur cette question des émotions qui peuvent être retransmises, portées par ce langage intérieur. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de nous raconter une situation, d'imaginer un patient, ou est-ce que c'est moi qui fais le patient? Mais on peut le faire. Si quelqu'un veut nous jouer une séquence, on peut le laisser jouer. Sinon, c'est moi qui partagerai. Alors, on a vu que pour allumer, tac, tac. Oui. Ah non. Vous voulez pas ma petite phrase intérieure? Pardonnez-moi. Juste comme ça. Non mais ça, voilà. Alors. Parce que moi, je veux prendre soin de mon petit cœur. Je ne voudrais pas que mon cortisol augmente ma tension. Ma petite phrase intérieure. Ils ont passé beaucoup de temps à régler la technique, sauf que les écrans, on voit rien. C'est trop petit. Ah oui. Ok. Voilà. Faut que je vous le dise. D'accord, mais du coup, je vous. J'ai besoin de vous le dire. C'est bien. Merci. Merci de l'avoir partagé. Alors. On peut pas grossir. C'est pas si simple de le grossir, mais c'est pas grave. C'est pas très grave parce que là, vous. Alors, ce que vous voyez, c'est que là, quand je parle, lui, il écrit sur l'écran ce que je dis. Voilà. Et les rubriques, pour l'instant, je vous les ai toutes lues. Voilà. Ce que vous voyez, c'est comment ça se déroule sur l'écran, sur une tablette. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je parle, il est en train... Ah non, c'est que je me suis éloigné. Du coup, je l'ai arrêté. Tac, tac. Est-ce que tu peux entendre ce que je te dis quand je te parle? Est-ce que tu es réveillé ou pas? Alors... Il me dit qu'il n'est pas réveillé. Pourquoi il n'est pas réveillé? Ah si, c'est bon. Voilà, il y a un petit délai de latence, mais ça fonctionne. Du coup, le principe, ça va être ça. Alors, quelle quantité j'ai besoin pour avoir une information intéressante? Ça, c'est une question qui, à mon avis, peut intéresser les médecins en général et tout le monde, parce que la question du temps est quand même une question essentielle. Quand on écoute quelqu'un nous parler d'un problème, on a besoin de quelle quantité d'informations pour en faire quelque chose. On est parfois pris dans une situation où le patient nous dit « Ah ben vous êtes le premier à qui j'explique cette situation » et puis peut-être il est tellement en colère qu'il a tellement de choses à nous dire et qu'on a du mal à l'arrêter. Et quelqu'un qui va nous parler pendant 1 heure de son problème, qu'est-ce qui se passe au bout d'1 heure? On est tous fatigués. Lui, il a dit beaucoup de choses personnelles. Nous, il nous a un peu pris la tête parce qu'on n'a pas su comment l'arrêter avec toutes les informations qu'il a pu nous donner. Et lui, au bout d'1 heure, il aimerait qu'on fasse quelque chose avec tout ce qu'il nous a dit. Et il y a un risque d'une déception qu'il pourrait avoir, de trouver qu'il nous a livré beaucoup d'informations et que nous n'avons pas fait grand-chose de l'importance de tout ce qu'il nous avait dit, en dehors d'une phrase qui simplifierait en disant « bah oui, c'est vraiment compliqué ce que vous avez vécu », ou des choses qui pourraient être trouvées pas suffisamment intenses par rapport à tout ce qu'il nous a dit. Et pour réduire ce risque qui est une déception par rapport à l'importance de ce qu'il nous a dit en termes de quantité, et bien du coup, là aussi, on va aborder. Et moi, j'ai besoin de 200 mots. Voilà. 200 mots, c'est la moitié du cadran, à peu près. Et quand la moitié du cadran... Alors là, il ne veut pas tout prendre. Ah si, c'est bon. Ah, il faut que je parle vraiment en face. Sinon, quand je ne te parle pas en face, tu ne m'écoutes plus. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai besoin de la moitié du cadran. Quand la moitié du cadran est remplie, et est remplie avec des choses, avec des mots que moi, clinicien, je trouve importants. Si je lui dis de me raconter ses éléments intérieurs et qu'elle me parle des écrans, je lui dis ça, je ne vais rien faire avec ça. Pour le sujet qui m'occupe là.
D'accord ? Donc j'ai besoin, et c'est le rôle du clinicien, de travailler dans l'esprit de ce qu'on a développé, qu'on a écrit dans le livre Psychotraumatologie, les mots du trauma. On a décrit que là, il faut avancer comme si on faisait une biopsie. Donc vous connaissez tous la biopsie, qui est un prélèvement qu'on va faire pour voir s'il y a de la maladie dans un organe, que ce soit le foie, le sein, la prostate ou autre. Ok, on ne prend pas d'un coup tout l'organe, on prend une biopsie. Et là, c'est pareil. Sauf que là, la biopsie, on l'a proposé, nous, de l'écrire B-I-O-P-S-Y. Et ça veut dire que quand je suis... J'aime bien quand il y a des petits sourires qui me montrent que ce choix résonne. Biopsie, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'intention d'un recueil qui doit être bien fait. Bien fait dans des conditions de sécurité, de confidentialité, de rigueur également de la démarche qui va être proposée, et que je m'assure que je prélève bien des choses qui sont utiles et qui correspondent au problème que je suis en train d'investiguer. Et du coup, cette terminologie-là, elle est intéressante pour se mettre bien dans là, je choisis quelque chose, et c'est vraiment moi qui choisis et qui lui permet de se recentrer aussi pour lui dire si ce qu'il a à me dire est important ou n'est pas très important. Alors, je fais ça, du coup... Alors, tac, on va retirer ça. Donc, je voulais vous parler. Si vous entendez ce que je dis, est-ce que vous le transcrivez ? Il transcrit un peu. J'aimerais bien que vous m'entendiez quand même. Est-ce que tu m'entends quand je parle ? Ah oui, c'est bon. Il faut que je parle plus près. Je vais m'approcher alors. OK. Bon. Alors, de toute manière, je vais parler. Moi, le clinicien, j'ai le droit de parler aussi. Mais après, je vais retirer ce que j'ai dit qui n'est pas intéressant dans l'analyse. Donc, je peux faire ça et vous avez vu que j'ai pu effacer. Donc là, je lui demande, quand vous pensez à votre situation, quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous vous dites ? Tac. Est-ce qu'il veut bien ? Alors, je me dis que ça finira jamais, que j'ai toujours des problèmes, que j'étais contente parce que je croyais qu'on m'aimait bien dans cette entreprise. Et finalement, c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui m'en veulent, toujours des gens qui pensent que je suis nul et qui ne me permettent pas de vivre. Je me sens désespéré de voir qu'il y a toujours des obstacles. Je me demande à quoi ça sert de faire tous ces efforts, de me battre pour aller travailler. Ça fait des années que je donne du temps dans cette entreprise. Je suis toujours très ponctuel, toujours très rigoureux. Et là, on me fait des reproches. On me dit que ce que j'ai fait n'a pas d'intérêt, que je suis un employé inutile. Je trouve que c'est insupportable qu'on me parle comme ça. C'est insupportable de vivre pour de l'argent, alors que moi, je vis parce que j'ai besoin d'être compris. Et là, je me dis que je vais retourner à mes pratiques habituelles. Je vais me remettre à boire de l'alcool pour oublier à quel point on me fait du mal et à quel point je trouve ça désespérant de souffrir et d'être dans un monde où il y a toujours de la violence. Et je me dis que je ne sais pas comment faire autrement. Quand je regarde les informations, eh bien, je me dis que la violence, elle est partout. On me raconte que des horreurs partout. On nous raconte tout le temps des événements tristes qui surviennent. Et moi, je me dis que ma vie, elle ne sert à rien. J'aurais mieux fait de me suicider quand j'avais 15 ans. Au moins, j'aurais évité de souffrir aussi longtemps. Parce que maintenant, j'ai plus d'espoir. J'ai déjà vu des médecins, je leur ai parlé, mais même j'ai déjà vu un psychiatre, je ne sais pas bien
s'il m'écoutait vraiment, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas ressenti que ça allait mieux. J'ai pris des médicaments, mais j'ai eu l'impression que ça m'abrutissait. Je ne sais pas comment faire. Je viens vous voir, mais je pense que personne ne peut m'aider parce que je souffre trop et qu'on ne peut plus m'aider parce que c'est la société qui est pourrie et que moi, j'en ai marre de vivre comme ça. Ok, merci madame. Alors, ce que je fais une fois que la personne a lu ça, alors il a transcrit, il a fait quelques coquilles, il y a un peu de résonance qui le perturbe. Donc, ce que je fais moi après, c'est que je relis tout ce que le patient m'a dit et je vérifie que c'est bien ça qu'il m'a dit. Voilà, pour qu'on réduise des coquilles. Donc, voilà, la première phrase, c'était « Je me dis que ça finira jamais, que j'ai toujours des problèmes, que je croyais que c'était bien dans l'entreprise, etc. » Donc, je relis tout ça lentement. Le patient, ils sont assez sensibles au fait qu'ils se disent « Mais pour une fois, je vois ce que le psy a écrit dans son dossier et qu'on le partage. » Et on le partage, et s'il trouve qu'un mot ne lui convient pas, on peut le changer. On est vraiment dans une démarche, là, d'être dans un recueil qui doit être le plus personnalisé possible. Si je suis intervenu pour relancer, pour moduler quelque chose, eh bien, je retire ce que j'ai dit. Et on vérifie que ce recueil-là, il a été fait de façon conforme à ce que lui porte comme message à l'intérieur. Donc, une fois qu'il est d'accord avec ça, alors, je vais tenter quand même. J'ai un peu la trouille que ça disparaisse. Bon, on va voir. Donc, je fais soumettre. Et lui, il va regarder ces marqueurs. Il va voir quelle est la similarité entre lui, ce qu'il connaît d'une femme qui a entre 30 et 39 ans, qui a dit qu'elle avait été dans l'enfance marquée par des problèmes de violence à l'adolescence, et qui parle comme ça. Comment lui, quelle similarité il voit, et il va nous proposer son analyse par rapport aux similarités que lui, il a dans sa base. Et ce qui est très important, c'est que c'est lui qui va nous dire ça. Et nous, on va le partager et on va avoir l'information en temps réel. Donc lui, il est en train de réfléchir. Alors, c'est très sensible. Le réseau, je ne sais pas s'il est très bon. Tac. Voilà. Donc là, il y a eu le petit texte. Lui, il montre qu'il a bien travaillé sur des marqueurs sémantiques qu'il a identifiés dans le langage de la personne. Il dit qu'il a vu qu'il y avait 4 grandes catégories de marqueurs sémantiques. Un plus important, peut-être le violet. Ça pourrait être en rapport avec les émotions. Il a identifié des mots dans lesquels on pourrait faire ce travail-là, et il a identifié l'importance des mots. Là, hop, vous allez me dire que c'est un peu petit, je vous dirai que vous n'avez pas tort. On peut agrandir un peu, on peut voir les mots qui apparaissent, les liens entre les mots. Ça fait partie de l'analyse qu'on pourrait faire. Et puis, voilà, c'est pas grave. Là, il repère des intérêts, des marqueurs d'intérêt, et il voit par exemple des marqueurs de dévalorisation dans le langage, des marqueurs de dépendance, des marqueurs d'amélioration. Là, c'est un point qu'on pourrait reprendre un peu plus tard. Ce qui va être très intéressant, c'est on va aller sur, dans le discours de la personne, qu'est-ce qu'on peut observer comme similarité de traits de personnalité. Alors, vous savez que la personnalité, c'est compliqué. Les psys, on est toujours un peu prudent par rapport à ça, ça prend du temps. Donc lui, ce que je dis aux patients, c'est que la personnalité, elle se caractérise par la diversité. L'équilibre d'une personne qui va bien, c'est une personnalité qui a une douzaine de traits de caractère. Ce qui commence à poser problème, c'est quand il y a un trait qui est plus important que les autres. Voilà. Et là, ce qu'il nous propose ici, c'est qu'est-ce qu'il voit comme similarité entre le discours de la personne tel qu'on l'a recueilli et lui, ce qu'il a dans sa base avec les paramètres qu'on lui a appris. Et lui, il dit que le paramètre le plus important dans ce discours, c'est le trait de personnalité borderline. Alors, les patients savent un peu ce que ça veut dire. J'ai vu quelques visages inquiets que je prononce ça.
Ce n'est pas un diagnostic de personnalité ou un élément de trait facile à dire à des patients, parce que ça a une représentation qui n'est pas très positive, forcément. Et lui, il dit que c'est ça le trait le plus important dans le discours. Déjà, alors, les patients me disent, mais ça veut dire quoi? Alors, hop, j'ai une explication un peu plus en dessous. J'ai un paragraphe où je vais cliquer, je vais voir les éléments d'explication, et il va dire, borderline, c'est souvent les gens qui sont marqués par une instabilité des relations, une instabilité émotionnelle, une grande labilité. On retrouve aussi souvent des gens qui ont été marqués par des événements d'adversité, d'agression dans leur vie, qui peuvent du coup aujourd'hui avoir des marqueurs d'impulsivité et des marqueurs aussi comportements qui peuvent ouvrir l'accès à de l'alcool. Et avec des relations et des interactions professionnelles et sociales qui sont souvent difficiles et souvent des interactions un peu conflictuelles, quoi. Et avec cet éclairage-là, avec ce qui est proposé là, je demande aux patients, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et je lui laisse le temps de réfléchir. Alors, je ne sais pas comment vous le voyez, mais ça colle plutôt par rapport à ce qu'on a vu là, hein, de ces marqueurs avec ces éléments d'agressivité, désespoir, de pessimisme un peu, de répétition en boucle, qu'on va retrouver ça. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, on a cette dimension qui peut apparaître et qu'on peut partager avec le patient comme ce trait, qui n'est pas un trait... Alors, ce n'est pas un diagnostic de personnalité, c'est la similarité parmi les traits de personnalité qu'on a, nous, appris au logiciel, qui apparaissent dans le recueil qu'on a fait aujourd'hui, et tel qu'il peut être perçu aussi par l'entourage. Et donc, on lui dit, voilà ce que ça peut faire. Le plus souvent, le patient va trouver que c'est éclairant. Souvent, les patients font une photo de ce qui est dit là. Et les autres marqueurs, donc du coup, j'ai pris celui, c'est facile, hein, il faut prendre celui qui est le plus bas niveau. Merde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, c'est pas grave. Il n'a pas perdu le texte, il a juste perdu l'analyse. Ça, on va retrouver. On va retrouver. Tu veux bien refaire l'analyse? Oui. Donc, on va ensuite demander un autre niveau d'analyse. Là, on a les marqueurs de personnalité. On va demander les marqueurs psychopathologiques. Qu'est-ce que ça nous dit en termes de marqueurs psychopathologiques? Quelle information, lui, il peut nous dire? Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vous, le clinicien, qui dites ça, c'est l'ordinateur qui dit ça. Donc, il a le droit d'être en désaccord s'il est avec ce que dit le traitement, mais nous, on lui propose aussi notre lecture. Alors, on a vu ça. Donc là, je vais regarder, voilà ce qu'il dit. Il dit, dans les marqueurs de similarité psychopathologique, il trouve qu'il y a énormément de rumination dans le discours de la personne. Et il lui dit, vos ruminations, elles ont deux marqueurs importants. C'est ce qui est écrit à gauche là, de l'écran. C'est la négativation et d'autre part, la catastrophisation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère que la façon dont la personne a de se répéter son histoire dans sa tête est très négative. Et en même temps, elle a tendance à lui donner une dimension catastrophique. Et ce qui est important, c'est que ce vécu et se répéter les choses dans sa tête, parce qu'ils ont été vécus comme ça, devient aussi le problème. Voilà. La façon qu'elle a de se répéter cette violence qu'elle a vécue et le malheur qu'elle a ressenti, eh bien cette négativité qu'elle a en permanence dans son discours, avec cette dimension catastrophique qu'elle a, sont des dimensions sur lesquelles on peut agir, on pourrait agir, d'autant plus que là, on peut lui montrer des éléments d'imagerie cérébrale fonctionnelle qui ont été faits sur des patients, avec ces marqueurs, et on lui dit, voilà, quand le cerveau est envahi par ces dimensions négatives, avec ces ruminations, ces catastrophisations, ces différentes aires cérébrales qui sont mobilisées, et qui vont également avoir une influence sur votre capacité à raisonner à la situation. Et là, par exemple, si je lui montre, si on regarde cette vignette-là, celle qui est la plus à droite, donc de catastrophisation, eh bien, vous voyez que la région en avant du cerveau, qu'on appelle la région préfrontale, elle est bleu clair, grise, ça veut dire qu'elle est hypoactivée. Et on lui dit précisément ces régions, ce sont les régions préfrontales, ce sont les régions de l'analyse et du raisonnement. Et donc, quand vous amplifiez, quand vous êtes dans cette dimension de catastrophisation, dans la façon dont vous répétez le problème, eh bien, ça bloque votre capacité à raisonner.
Voilà. Et on lui montre, là, le fait qu'il voit des images de synthèse qui ont été construites à partir de vrais patients, ça lui donne un éclairage sur la réalité de ce qu'il peut vivre lui. Alors après, ce qu'on lui dit, c'est que ça, on peut le synthétiser sur une phrase qu'on appelle un phénotype, qui est R61N37C3. Mais vous avez compris, ça veut dire 61, c'est le niveau des ruminations, 37, c'est le niveau de la négativation, et C3, c'est le niveau de la catastrophisation. Et là, il nous dit, voilà, ce phénotype-là, il est compatible avec un diagnostic de trouble dépressif. Voilà. Et du coup, on a un argument, moi, que je trouve plutôt assez cohérent par rapport à l'histoire qui a été racontée. Il trouve que ces trois dimensions, négativation, rumination et catastrophisation, sont compatibles avec un trouble dépressif. Voilà. Et du coup, on partage ça aussi avec le patient. Vous en pensez quoi? Voilà. Et vous voyez, quand même, on a, avec le recueil de l'information, on arrive à avoir une mesure qui est là objectivée par l'analyse psycholinguistique et qu'on peut garder. Et il nous donne même comment ça va évoluer, comment lui, il prévoit que ça va évoluer dans les 5 semaines prochaines. Et il dit, en continuant à fonctionner comme ça dans votre pensée intérieure et vos comportements, sans doute, eh bien, lui, il dit que la colonne bleue, c'est les ruminations, qu'elles vont plutôt avoir tendance à augmenter. Il dit peut-être que la dimension catastrophisation va diminuer un peu, mais la dimension négativation et rumination vont rester à des niveaux élevés. Ça veut dire, voilà, là, comment il prévoit, parce qu'on lui a appris, avec des modèles prédictifs qu'on a appris en prenant des enregistrements répétés sur des patients, comment le langage nous montre ce qui peut apparaître comme une évolution. C'est rare qu'on ait une information, qu'on soit en capacité de pouvoir prévoir l'évolution de la santé émotionnelle. Et vous avez vu la rapidité de l'information qu'on a pu avoir. Donc là, après, on a une petite synthèse où il va nous dire qu'on a eu 348 mots. Alors lui, il trouve que le récit est un peu trop factuel, peut-être pas assez d'émotions personnelles dans le discours. Ok. Il trouve qu'il y a un score de valence supérieur à la moyenne. Il trouve qu'il y avait quand même pas mal d'émotions positives dans le discours qui a été présenté. Et il trouve que le discours manquait un peu de cohérence. Ça, c'est souvent les discours reconstruits, tels que je l'ai fait moi. Et c'était pas une vraie personne, c'était moi et c'était pas mon histoire, je vous rassure. Et du coup, il trouve que ça manquait un peu de cohérence, quoi. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que ça peut nous appuyer aussi sur l'authenticité de ce que le patient veut dire. Je serais un peu embêté si c'est un patient qui me dit ça. Ça m'est déjà arrivé. Et on voit aussi des patients qui nous racontent une histoire qui n'est pas tout à fait leur histoire. Et même le fait qu'on les amène sur leur pensée intérieure, ça va faciliter. Mais ils peuvent aussi, on lui dit, tiens, c'est bizarre, ils trouvent que comme si votre discours manquait un peu de cohérence dans la façon dont vous l'avez restitué. Voilà. Et après, il va nous redonner des éléments, il va caractériser le niveau d'émotivité, temporalité et les différents styles linguistiques. Et il a pu repérer également les éléments de violence qui évoquent peut-être des traits aussi de personnalité introvertie, peut-être une dimension un peu antisociale qu'on peut retrouver aussi chez les borderline, qui pouvaient apparaître et qu'on peut là aussi réénoncer avec le patient. Il lui propose donc comme suggestion thérapeutique de continuer à évaluer son humeur, de vérifier l'impact du traitement. Il dit, attention, il faudra veiller à l'émergence des idées suicidaires et des comportements à risque. Donc il nous fait ce rappel-là. On verra ce qu'on peut en décliner tout de suite. Et il recommande peut-être une consultation spécialisée psychiatrique, voire en psychotrauma, si ces éléments étaient confirmés. Et il dit, prévoyez aussi un plan de prévention de la rechute avec des stratégies pour faire face aux déclencheurs de stress, très important avec ces personnes, avec ces traits borderline, de pouvoir anticiper ce risque-là. Ok. Alors ça, on peut... la première consultation, elle s'est arrêtée là. Hein. On peut discuter ça avec le patient. Et ce qu'on peut faire après, c'est soit la deuxième consultation, soit là. On peut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on peut rechercher pour améliorer la situation émotionnelle du patient. Alors, très souvent, la question des patients est, et vous aussi, cliniciens, là je parle plutôt des médecins et psychiatres, est-ce qu'on met un traitement ou pas ? Le traitement, alors je dis le traitement, il sert à améliorer la régulation émotionnelle en modifiant l'organisation chimique du cerveau par rapport aux substances qu'on va donner. Et ce que je dis aux patients, et ce que vous savez tous, c'est que
comment se fait notre équilibre, nous, biochimique? Nous, je vais prendre l'hypothèse de pas de traitement, comment se fait l'équilibre biochimique? Il se fait. Comment on construit nos neurones? Comment on construit nos neurotransmetteurs? À partir de ce qu'on mange. Vous êtes d'accord? Et du coup, c'est très intéressant de réfléchir à comment mon alimentation influence ma santé mentale. Et il y a des données scientifiques aujourd'hui qui savent faire ça et qui savent considérer quels sont les aliments qui apportent un bénéfice pour la santé mentale et ceux qui vont contribuer à l'altérer. Et du coup, je propose ça, alors souvent en première, en deuxième consultation, pour terminer l'entretien. Peut-être, là en plus, on avait un trouble, on avait identifié une petite obésité. Mais de façon générale, c'est vraiment intéressant d'aller sur cette question-là. Alors, sans doute, certains d'entre vous sont au courant de ces éléments de santé. En général, la plupart des psychiatres ne sont pas très à l'aise et pas très sachants parce qu'on n'a pas appris ça. Et moi, je n'ai jamais appris ça à l'université. C'est après que j'ai appris ça. Et du coup, on peut être aidé. C'est vraiment l'esprit. On peut être aidé sur comment mesurer. Est-ce qu'il y a un trouble du comportement alimentaire ou est-ce qu'on veut être sur comment la nutrition pourrait nous aider pour améliorer ce niveau de souffrance mentale du patient? Alors, j'ai compris que vous étiez attentive à discuter, en tout cas, du résultat avec le patient que vous receviez, à savoir s'il était d'accord avec ce que la machine disait, enfin, ce qu'il disait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être d'accord? Est-ce que vous discutez de votre propre désaccord, éventuellement, avec ce qui peut être ressorti comme élément? Alors, en tous les cas, j'ai toujours cette liberté. Moi, j'ai cette liberté d'être en accord ou en désaccord, quoi. La réalité, c'est que je me retrouve en accord et ça me donne un éclairage que je n'avais pas forcément. Et j'ai de comprendre pourquoi il a dit ça et comment, en tous les cas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'il ait raison. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'information qu'il donne peut nous aider, le patient et moi, à comprendre quelque chose de ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Et c'est ça la démarche. Voilà. Et c'est pour ça que l'intérêt du phénotype, c'est qu'on va être sur des dimensions. Là, après, il nous dit, tiens, c'est compatible avec un trouble dépressif. OK, donc ça me donne, et moi je vois, est-ce que ça correspond à ce que j'avais identifié, évalué? Mais là, on sait que la plupart des prescripteurs d'antidépresseurs aujourd'hui n'ont pas le temps de faire une mesure objective de la dépression et prescrivent l'antidépresseur. Voilà. Là, on a un support supplémentaire qui vient apporter un élément autour du langage avec une méthode qu'on a pu proposer. Et du coup, il vient consolider la démarche. Mais il faut que ce soit en accord. Je ne vais pas prescrire un antidépresseur parce qu'il me dit qu'il y a une dépression. Je vais peut-être me dire, moi, je vois des éléments de dépression. Lui, il me dit ça. Je vois ce que me dit le patient. Ça peut m'aider dans cette démarche-là. Mais c'est moi qui ai la totale liberté. Mais la réalité, c'est que je me retrouve en accord avec ce qu'il va me proposer. Et c'est un éclairage, et par exemple, ces éléments borderline, que j'arrive à discuter avec le patient, c'est difficile de parler de ça à une première ou deuxième consultation. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir des fois de loin, et je leur dis des choses comme ça, et je me dis, spontanément, j'aurais du mal à le dire. Oui. Un trait qui ressort souvent avec les victimes d'agression, c'est dans la sémilité du langage, là, je n'ai pas joué ce rôle-là, c'est les traits paranoïaques. Voilà. Et dire à quelqu'un qui m'a attendu, qui vient consulter, vous avez surtout des traits paranoïaques, alors qu'elle vient me dire qu'elle est victime, j'ai un peu peur pour ma sécurité quand je lui dis ça. Or, ce n'est pas moi qui lui dis, c'est le logiciel qui lui dit. Voilà. Et je lui dis ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelqu'un qui a été agressé violemment, qui a une conscience du danger, qui a une conscience que lui, il sait ce qui est dangereux, et il sait mieux que les autres, et du coup, il explique aux autres, eh bien, ce qu'on appelle parfois l'évitement ou l'hypervigilance, c'est aussi des traits paranoïaques, et c'est éclairant dans son interaction avec les autres. Ça peut contribuer à expliquer pourquoi il a tant de mal à retourner au travail, à être dans une interaction agréable sur le plan social, ou dans sa maison, on sait que les traumas perturbent, les gens qui ont été traumatisés sont très perturbés dans leur vie sociale, même familiale, quoi. Et du coup, cette dimension-là vient apporter un éclairage. Mais un éclairage qu'on discute dans une dimension partagée. Alors, justement, je me demandais s'il y avait éventuellement ce qu'on pourrait appeler des contre-indications à utiliser donc cette interface-là, qui n'est pas toujours perceptible à la première rencontre avec la personne. J'aime bien votre question. Alors, votre question, elle est intéressante. Alors, c'est comme tous les outils. Même les cardiologues ne font pas un ECG forcément à tous les patients à chaque fois.
Voilà. Et pour moi, c'est un peu mon ECG. Voilà. C'est mon électrocardiogramme. Et je vais l'utiliser dès que je pense que j'en ai besoin, dès que je pense que la qualité relationnelle est possible. Mais je n'ai pas besoin de le faire à chaque fois. Je le fais aujourd'hui dans 95% de mes consultations. Donc c'est quand même beaucoup. Mais parfois, je trouve que j'ai besoin d'établir une autre mode relationnel avec le patient, notamment quand je reçois un couple ou une famille. Ça demande un peu de temps préalable pour utiliser ce genre d'outil. Donc c'est vraiment un outil donc, que j'utilise quand j'en ai besoin. Moi, je l'appelle ma boîte à outils numérique. Donc du coup, on pioche dans les outils. Et avoir des bons outils, ça va valoriser l'utilisateur et j'espère aussi le patient dans l'interaction, mais c'est au professionnel de choisir le bon outil. Le bon outil, c'est celui qui est bien choisi. Ce n'est pas en soi le bon outil, c'est celui qui va être bien utilisé. Donc du coup, il faut bien être familiarisé avec l'outil pour être en capacité de pouvoir s'ajuster sur de quoi j'ai besoin à ce moment-là. Et ce que je vous ai montré là sur le langage, je le fais souvent à la première ou deuxième consultation, puis après je vais faire d'autres démarches. Mais les gens, ils aiment bien aussi voir comment ils ont pu changer. Voilà. Parce qu'ils ont pu trouver qu'il y avait ce trait, et peut-être ils vont me dire, moi ça m'a un peu contrarié ce trait, parce que je voudrais apparaître autrement. S'il me l'a dit, c'est peut-être d'autres gens ressentent ça aussi, et du coup il va me proposer autre chose. Et moi, la façon dont on a de modifier son langage et de l'aider à le modifier, ça modifie également sa façon de penser. Et du coup, ça va modifier aussi son état émotionnel. Et ça pourrait donc modifier aussi les prédictions faites bien sûr, dans bien l'évolution. sûr, bien sûr. Les prédictions, c'est dans la stabilité de ce qu'il fait. Si vous continuez, voilà, quelqu'un qui pense comme ça aujourd'hui, voilà comment ça peut évoluer. Mais on est là pour le faire évoluer. Et pour faire en sorte que la négativation, eh bien, l'agression que vous avez vécue, les chocs, la violence que vous avez vécue du travail, on vous a retiré ce travail, le diabète qui s'impose à vous, ça s'impose à vous. Mais la façon de vous répéter en boucle que ce diabète est une catastrophe, c'est une injustice, je ne vais pas y arriver, je vais finir comme ma grand-mère, coupée en petits morceaux, ça vous appartient de répéter ou pas ça. Et ça contribue à votre bien-être ou à votre mal-être et votre souffrance psychologique et physique. Et là-dessus, on peut agir. Et du coup, moi, je vous donne cet éclairage-là. Comment vous arrivez-vous à en faire quelque chose? Et après, je peux travailler par rapport à ça. Bon, merci de montrer qu'il y a bien un humain derrière la machine. Mais quand on dit intelligence artificielle, ça veut bien dire que l'intelligence humaine, elle est nous. Et c'est lui qui est mon outil. Lui, il n'est pas très intelligent, il est rapide en calcul. Mais si je peux me permettre, l'intelligence, c'est nous. Voilà. Mais il sait beaucoup mieux calculer que moi. Et moi, ça me repose quand c'est lui qui me présente et qui fait. Et du coup, moi, je peux du coup ne pas être marqué par la charge émotionnelle de ce qui va être dit, mais pouvoir être attentif au processus que je vais l'aider à mobiliser pour lui. Alors, si je vous montre... Combien de temps on a encore, Monsieur Guidoni? Ok. Alors... je vous ai dit une dimension... On va prendre des questions. Je vous montre ça et après on reprend les questions. Donc, je vous ai dit, on l'aide à identifier que le repas et l'alimentation contribuent à nourrir son corps et ses neurones. Mais ce que je vous dis, c'est très simple, mais tout le monde n'y pense pas. Voilà. Que je peux améliorer mon mieux-être, ma tristesse, mon anxiété, mon stress parce que je mange. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des données à la littérature qui nous disent ça. Mais une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire, OK, mais on fait quoi? Eh bien, on lui demande de nous raconter son repas. Donc, on fait pareil. Je le mets dans cette rubrique-là. Tu entends quand je te parle? OK. Il n'entend rien ou il entend? Pourquoi il m'a mis cette vignette-là? Ok. Je veux te parler, je veux raconter mes repas, c'est possible? Alors, ce que j'ai mangé depuis 3 jours. Je vais enlever le micro parce que ça le gêne un peu dans la prise de notes. Alors, hier matin, j'ai mangé, au petit déjeuner, j'ai rien pris. Après, j'ai mangé... je me suis fait plaisir, je me suis mangé un burger. Tu ne veux pas entendre ce que je dis? Okay.
Bon, il y avait une ration de frites. Après, j'ai bu un peu de coca. Le soir, je me suis fait une omelette. J'ai mangé une omelette et puis quoi d'autre? Des pâtes. J'ai mangé avec des pâtes. J'ai pris une petite bière parce qu'il faisait chaud, j'avais soif, quoi. Comme dessert, j'ai pris une tablette de chocolat. Ok, le lendemain, qu'est-ce que j'ai mangé? Des rillettes. Au petit déjeuner, je me suis fait des rillettes sur du pain. Ok, à midi, j'avais pas faim. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre après? Ok. Et le soir, j'ai fait des lasagnes avec des crêpes. Voilà. Et du Nutella, parce que j'adore ça. C'est bon, hein, docteur, ça fait du bien de manger des choses qui font plaisir, quoi. Ok. Alors, donc je relis ça pour vérifier, donc on va nous faire confiance. Donc il a noté, et lui il va regarder les aliments, il regarde que ça. Les aliments qu'il connaît. Les rillettes, je ne sais pas s'il connaît, on va voir. Je ne suis pas sûr. Ah si, il connaît les rillettes, tiens. Donc là, il a identifié les aliments, et il dit quoi? Il dit voilà. Ah, il n'est pas très content, hein. Il dit, votre alimentation contient des éléments problématiques. Le pain, les rillettes, le chocolat, la bière, les pâtes, le coca, les frites, le hamburger. Il n'a rien trouvé de très bon dans ce qu'il a mangé. J'ai un peu forcé, hein. Donc, il dit, à titre indicatif, votre score nutritionnel d'aliments bénéfiques pour votre bien-être mental est de 24 sur 80. C'est pas bon. D'accord? Alors, pour ne pas terminer sur une note pessimiste avec le patient, on va réfléchir à une proposition. Et je vais lui dire, ah zut. Attendez, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Voilà. On va demander au patient de choisir quelle émotion aujourd'hui est dominante pour quelle suggestion alimentaire on lui ferait. Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt triste, fatigué, stressé, énervé, vidé, anxieux, déprimé? Qu'est-ce qu'on va demander? Déprimé. C'est ce qu'on avait dit qu'elle était déprimée. Alors, on dit déprimé. Donc, est-ce que tu peux me suggérer des aliments pour une personne déprimée? Alors, voilà ce qu'il dit. Quelques suggestions d'aliments bénéfiques pour votre humeur. Il recommande de manger du brocoli. C'est vrai? Des patates douces, des œufs, des graines de tournesol et des oranges. Voilà. Alors tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, ce que j'ai contribué à inventer, c'est l'organisation de cet outil. Mais ça, c'est des données scientifiques qui montrent que ces produits-là ont un effet bénéfique sur la santé. Alors je peux vous dire, ce qui m'a moins impressionné, c'est que les patients, ils prennent note de ça. Et après, j'ai vu des transformations importantes sur notamment l'anxiété avec les recommandations qui étaient faites. Et j'ai vu des patients vraiment extrêmement améliorés. En tous les cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que la prise en compte de l'importance du repas aide aussi à le structurer sur le plan psychique. Et donc du coup, ça aussi, c'est une interaction intéressante. Il y a des patients qui vont vous dire, mais le repas, j'ai pas de repas. En fait, je vais dans mon frigidaire, je prends, chacun mange dans son coin. C'est une information. Et là, on lui dit quand même, puisque vous me demandez de l'aide sur votre santé psychique, eh bien, organisez un repas et choisir ces aliments, et vous allez renforcer la présence de ces produits. Ça va contribuer à améliorer votre santé mentale. Et c'est intéressant. Après, on peut aller plus loin s'il veut. S'il a d'autres produits qu'il a envie de manger, on a là une liste d'aliments qu'on peut lui proposer. On lui dit lesquels vous aimez bien et vous aimeriez savoir quels bénéfices il a sur votre santé mentale. Donc c'est aussi un choix, là, camomille, cannelle, céleri, céréales, chocolat, choucroute, chou-fleur, chou de Bruxelles, cresson, la dinde, c'est très bon la dinde pour la santé mentale, les épinards,
Donc voilà, on peut choisir. Et du coup, là, c'est une interaction avec le patient qui est agréable plutôt. Les gens sont surpris. Et moi, du coup, ils notent. Des fois, je me suis même mis sur l'ordonnance les recommandations qu'on pouvait voir apparaître. Oui, monsieur, allez-y. Oui, nous, on fait de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Très bien. Et donc, tout ce que vous venez d'aborder peut, à mon avis, prendre de l'intérêt pour les accompagner. Déjà, est-ce que l'outil peut être utilisé par nos collègues infirmières dans le cadre d'une hospitalisation, par exemple par rapport à la nourriture? Première question. Deuxième question, dans le cadre des psychotraumatismes en EMDR, ce qui est des fois un peu compliqué avec les ados, c'est de faire émerger les croyances négatives. La petite voix intérieure peut être extrêmement intéressante. Est-ce que l'idée du logiciel peut les stimuler éventuellement et les encourager peut-être à sortir parfois du primum de la honte dans lequel ils sont souvent pris, ou de la culpabilité lorsqu'ils ont été objets d'une situation? Et pour redevenir sujet, les adolescents donc, ont souvent, comme les adultes d'ailleurs, propension pour sortir de la situation d'objet à se rendre, et pour redevenir sujet, à se rendre coupable ou d'être dans la honte. Voilà quelques pistes. Alors, elles sont très importantes, vos questions. Je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce que les infirmiers peuvent faire? Tout ce que je vous ai montré là sont accessibles aux infirmiers. Il faut être formé à l'outil, comprendre comment il fonctionne, rester dans la limite aussi, pas être dans l'extrapolation par rapport aux éléments là de personnalité, de similarité qui sont faits. Il faut bien rester dans la limite de ce qui est dit et de l'échange qu'on peut faire, mais tout ça, c'est accessible. Les éléments sur la nutrition sont complètement accessibles pour des infirmiers DE ou des infirmiers en pratique avancée également qui pourraient apprendre à l'utiliser. Et ensuite, on a d'autres modules qui peuvent être, par exemple, là vous voyez, il y a des modules thérapeutiques, là on voit, il y a marqué des tests psychométriques qu'on peut faire. Si on veut, par exemple, on a vu qu'il avait de la dépression, c'est un ado, eh bien on peut se dire, tiens, j'aimerais faire un questionnaire sur la dépression de l'adolescent. Et on va cliquer sur test psychométrique et on va voir les questions de la dépression chez l'ado, qu'on va partager avec lui, on aura un score qu'on pourra discuter, qui va nous informer. On peut aussi avoir un questionnaire sur les violences intrafamiliales, et du coup on a un questionnaire qui est là aussi, un questionnaire qui est validé, qui existe, et on peut avoir cette possibilité de dire, tiens, on va discuter ensemble, et on va du coup avoir un recueil formalisé sur le climat intrafamilial et peut-être repérer un niveau de violence. Et le fait qu'on s'appuie sur un outil, les ados, ça facilite bien les choses parce qu'ils se sentent dans un environnement qui est connu, et ils aiment bien parce qu'ils ont l'impression de retrouver un peu de maîtrise, quoi. Et ils vont dire ce qu'ils veulent. Là où il y a une interaction qui est différente et qui est très intéressante, c'est quand on est sur l'analyse de leur langage. Là, ils savent pas bien l'algorithme. Et du coup, on va jouer avec eux aussi là-dessus, parce que voir comment ils vont apprendre à faire évoluer leur langage, y compris peut-être pour montrer que des marqueurs de dépendance qui sont apparus, ils ont envie de les faire baisser. OK. Eh bien, raconte-moi une histoire dans laquelle il va nous dire que ton niveau de dépendance aux addictions, aux écrans ou aux autres, par exemple, va diminuer. Du coup, on peut le challenger. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a des modules sur l'addictologie chez les jeunes qui est construit dans cet esprit-là, de pouvoir leur permettre de faire ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est personnalisable à chaque équipe et à chaque niveau de professionnel, et de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui sont les outils pour le professionnel. Il y a tout un module thérapeutique sur la gestion des émotions. Voilà, dans lequel je pense que aider les infirmiers dans la gestion des émotions, ça peut être très aidant. Moi, je vois souvent, et je trouve ça un peu frustrant, les infirmiers. On a une grande diversité de formation des infirmiers. Certains sont très expérimentés, d'autres sont plus jeunes et le sont moins. Et du coup, les émotions, avant d'aller vers le si besoin de donner un médicament, eh bien, du coup, on peut refaire le point sur le type d'émotion, l'interaction avec les émotions, la classification des émotions. Et c'est fait sur un mode assez ludique pour qu'ils soient contents d'apprendre. Et ce qu'ils trouvent facile, eh bien, on va aller plus vite, on va aller plus loin, et on va pouvoir avoir, et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est donner la possibilité aux cliniciens et à l'infirmier de pouvoir structurer son recueil. On a aussi, dans les modules thérapeutiques, comment faire des outils de thérapie cognitive et comportementale. On a même jusqu'à un module EMDR. Mais oui, ce qui fait que, par exemple, moi j'ai vu beaucoup d'infirmiers et de psychologues formés à des interventions thérapeutiques, et après, ils n'ont pas eu le temps de la mettre en œuvre pour différentes raisons. Et dire, ah ouais, j'ai été formé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et du coup, là, c'est un support qui peut les aider.
Et du coup, ils ont déjà, eux, la connaissance théorique. Ils vont s'appuyer. Et comme ce que je vous ai montré là, on suit le déroulement, on avance, mais on peut sauter une étape si elle est pas nécessaire. C'est vraiment le clinicien qui choisit, mais qui reste dans un cadre. Et du coup, on peut être accompagné sur différentes modalités de thérapie interpersonnelle, de thérapie dialectique. Voilà, je vous citais le cas de l'EMDR puisque vous l'évoquiez. Et il nous fait les mouvements oculaires. Voilà. Et du coup, l'infirmier, il a à mettre l'âge, le type de trauma, et lui, il va choisir le rythme des mouvements oculaires en fonction de la personne et de son âge. Et c'est reposant parce que les mouvements oculaires, c'est aussi un effort. Et du coup, il se concentre sur autre chose que de faire cet effort-là et il va être accompagné, il va être aidé. C'est vraiment ça l'outil et il va apprendre les différentes ressources qui vont pouvoir être mobilisables. Là, je vais vous montrer, mais on ne va pas le décliner. Il y a un outil qui est extrêmement intéressant, qui est un questionnaire sur la dimension des ruminations. Et ça, j'insiste là-dessus parce que les ruminations, c'est très important dans toutes les pathologies psychiatriques, qu'elles soient pour les patients schizophrènes, pour les patients anxieux, ils sont épuisés par leurs ruminations, quoi. Et parfois, on aurait besoin de les aider un peu plus. Et là, on a un outil qui s'appelle le VISC-R, qui veut dire Varieties of Inner Speech Questionnaire, qui est donc un standardisé, dans lequel on va avoir une trentaine de questions où on va lui apprendre à comprendre comment il se parle à lui-même. Et les gens, ils aiment beaucoup ça. Ça demande un effort de concentration et on fait que des questions sur, je vous en lis qu'une, hein, je pense à moi-même en mots utilisant de courtes phrases et des mots simples plutôt que des phrases complètes. Quand je me parle à moi-même de ce que j'ai en tête, c'est comme si je me posais des questions et si j'y répondais tour à tour. Et on va passer une consultation à réfléchir à comment il se parle à lui-même et on va lui qualifier le type de monologue ou de dialogue qu'il a et comment on peut l'encourager à le modifier. Voilà. On peut également aller sur un autre paramètre. Vous avez dit qu'est-ce que le patient va bien vouloir nous dire. Eh bien, on a également un outil qui va être sur l'analyse de l'énergie de la voix. Donc, on va mesurer l'énergie de la voix qui va être... Et donc là, vous n'êtes pas surpris parce qu'on a tous... de façon empirique, quelqu'un nous parle, on dit « Ah, celui-là, il ne va pas bien. » quoi. Mais ça veut dire quoi, il ne va pas bien parce qu'il me parle? Comment on qualifie, comment vous décrivez? Moi, je ne sais pas faire ça. Hein. Décrire la voix de quelqu'un pour dire « Celui-là, dans sa voix, je trouve qu'il va moins bien, il est plus stressé. » Comment décrire ça? On sait repérer une différence, c'est mieux, c'est moins bien. Là, lui, il va nous proposer une graduation en 4 scores de niveau énergétique et de paramètres de la voix, avec une interprétation qui est faite qu'on va discuter avec la voix. L'autre jour, là, j'avais un patient, c'était vraiment intéressant, et il dit, dans votre voix, on dirait que vous voulez simuler vos émotions. Intéressant. Et le patient, il a souri. Parce que du coup, il était un petit peu décrypté dans quelque chose. C'est compliqué de maîtriser sa voix, mais peut-être qu'il voulait aussi maquiller ses émotions. On va trouver ça souvent chez les hommes, quoi, qui ont du mal à dire leurs émotions. Et du coup, c'est une proposition. Il va dire non, je ne suis pas d'accord. OK. Mais lui, il l'a entendu comme ça. Peut-être que d'autres, d'ailleurs, des gens pourraient comprendre ça et avoir l'impression, quand tu parles, que tu ne dis pas des choses qui sont authentiques, puisque lui, il nous dit ça et que lui, il est basé sur des algorithmes qui ont même été bien construits. Et du coup, il a l'info et il verra après ce qu'il peut en faire. On peut être également dans une mesure de l'analyse des marqueurs de stress par le visage. Psy-face, voilà. Est-ce qu'il va vouloir... Bon, là, on va pas... La caméra ne va pas marcher. Ah non, si, peut-être que ça va marcher. OK. Mais du coup, il faut des conditions précises. Là, vous voyez ma tête qui apparaît sur l'écran? OK, voilà. Donc, du coup, on a la tête qui va être sur l'écran du patient. Là, il faut un écran blanc derrière. Et lui, il va être capable d'analyser. Donc, on va faire take photo. Et il va nous proposer une analyse. Là, ça ne marchera pas, je vous rassure, vous ne saurez rien sur moi, parce que ça va être parasité par l'écran, qui n'est pas un écran blanc derrière, quoi. Mais il devrait nous montrer comment il a fait. Tu ne veux pas nous montrer? Voilà. Bon. Mais là, il n'arrive pas parce qu'il ne sait pas où est mon visage. Il faut qu'il n'y ait que le visage pour qu'il puisse l'identifier. Et lui, il va repérer le niveau de stress. C'est un marqueur complémentaire dans le suivi de veille qu'on peut proposer à un patient. Donc, on a, voyé l'analyse du langage, des éléments sur les émotions, des éléments sur la voix, des éléments sur la face. Donc, on est vraiment sur un niveau de ressources qui est intéressant. Et puis, alors ça, je vous dis ça simplement, moi, ça m'aide beaucoup. Le module psy-risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est capable de mesurer dans le langage les paramètres de violence, de risque et de danger. Moi, ça m'aide notamment pour la problématique de passage à l'acte, auto ou hétéro-agressif. Voilà. Et du coup, moi, je vais m'appuyer
sur les informations qui vont me quantifier en termes de marqueurs de violence dans le discours. Voilà. Moi, ça m'a aidé. Il y a quelques semaines, j'étais avec un patient avec une histoire difficile de menaces, d'évocation de violence avec une arme. Et j'étais avec son épouse qui était derrière la porte, et j'étais dans un débat avec lui, mais avec moi, sur est-ce qu'il faut le contraindre à être hospitalisé ou pas ? Qu'est-ce qu'il en est de ce risque d'un passage à l'acte ? Et du coup, c'est une façon de s'appuyer, de donner aussi une forme de rigueur, et qui doit aller dans le sens de ce que moi, clinicien. Et en fait, ça m'a bien aidé et un peu rassuré qu'ils me disent qu'il y a un niveau de violence élevé dans le discours de ce patient. Donc je lui dis, écoutez, ça vient renforcer ma perception clinique, donc on va faire la mesure de contrainte. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord, mais je lui ai dit, ça j'ai compris, mais on va quand même le faire, et on a pu le mettre en place. Donc on est capable de pouvoir avoir un outil qui vient nous aider dans cette mesure du risque et qui va caractériser les éléments de violence dans le discours du patient, et qui peut reprendre ce que il a fait une fois dans le discours initial, et je vais pouvoir l'extraire dans différents modules, notamment ce module-là. Ce que je voulais vous dire, après je vous redonne la parole, il y a également un module qui est assez bien développé sur les addictions. Et en particulier, là, pour reprendre votre question sur les infirmiers, vous savez que la base de l'entretien pour aider quelqu'un, alors il y a soit l'infirmière en psychiatrie, enfant ou adulte, ou le médecin généraliste, ou l'infirmière qui reçoit dans un centre de santé le jeune, et dans lequel l'aider à aller vers une consultation, le jeune ou le moins jeune, vers une consultation de prise en compte de son alcoolisation, de ses addictions, eh bien, c'est l'entretien motivationnel. Donc, beaucoup de soignants ont appris l'entretien motivationnel. Mais ceux qui ne l'ont pas pratiqué régulièrement ne savent plus très bien comment on le fait, comment on l'organise. Et là, lui, il va nous proposer. Il va nous aider. On dit, OK, je suis là, j'ai pris le module PsyDict. PsyDict, donc du coup, je vais pouvoir évaluer les questions d'addiction à l'alcool. Je vais pouvoir évaluer aussi des éléments de personnalité. Et là, du coup, je vais avoir une dizaine de questions qui vont m'aider à tester la personnalité. Et je vais après aller sur comment je vais l'aider à être dans cette démarche de réduire ses consommations. Et ça me rappelle une question simple qu'il faut lui poser, c'est au fait, est-ce que vous avez envie de changer votre comportement ? S'il me dit non, ce n'est pas la peine de s'épuiser dans cette démarche-là. OK. S'il me dit oui, je passe à la question d'après. D'accord, vous avez envie de changer, mais est-ce que c'est pour vous le bon moment pour changer ? Ou vous êtes dans l'attente d'avoir une nouvelle démarche professionnelle, vous avez la rencontre avec le juge qui doit décider, ou pour tel ou tel logement. Donc du coup, on a cette question-là. Donc il nous aide à penser ça. On sait qu'il faut faire ça, mais là du coup, on se suit, on s'appuie, ça nous décharge un peu nous. Et après, on va être dans d'autres questions. Il va nous aider sur comment on va questionner le patient. Par exemple, comment vous voyez-vous dans l'avenir si vous décidez de changer ce comportement ? Et là, c'est une question très ouverte, qui est importante, qui est validée dans les questions à poser, et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Et l'infirmière peut faire ce recueil-là aussi, avec la dose, ça va bien marcher. Et après, on se rappelle que l'addiction, il faut savoir aussi évaluer la résistance. Il y aura de la résistance à un jeune qui a consommé de l'alcool ou du cannabis, dans lequel on va avancer sur comment je vais aborder très vite cette question de la résistance qui pourrait survenir. Voilà. Après, comment je vais avancer sur un questionnement pour renforcer la motivation du patient. Et puis, très important, peut-être je pourrais terminer là-dessus si vous voulez, la planification du changement et comment je vais l'aider à structurer le changement, comment je vais l'aider à considérer les différentes pensées qu'il pourrait avoir, qui vont pouvoir l'aider à organiser et en même temps mettre des étapes précises dans le processus de changement qu'il veut employer. Et je vais lui rappeler, sans doute vous connaissez pour un certain nombre, ce qu'on appelle la méthode SMART. C'est si on veut faire un changement, eh bien, il faut qu'on ait un objectif. C'est quoi l'objectif ? Est-ce qu'il est assez spécifique ? Il doit être mesurable, comment on va le mesurer, d'être atteignable, et on se met d'accord. Et on va décliner ça et on va le rentrer, ça fera partie de notre compte-rendu, et on lui montre bien et on va avancer par des objectifs précis, mesurables, atteignables, fixés dans le temps. Et là, on a fait beaucoup en l'aidant. Et l'infirmière, elle a pu faire ça. Elle a pu le remplir, elle aura un PDF qu'elle va pouvoir transmettre, et on va être déjà dans une étape. Et à chaque fois, on va revoir où on en est de la démarche, on va reprendre. Il faut aller vraiment pas à pas avec le patient. S'il n'est pas disponible, pas assez concentré, on doit border le temps. On avait prévu une demi-heure de consultation ou 45 minutes. Il faut rester sur le temps qui était prévu. Il ne faut pas aller trop loin dans la démarche qui doit être toujours très personnalisée. Et puis, on va pouvoir également, là aussi, saisir un verbatim par rapport
à ses pensées de ses consommations d'alcool ou de cannabis. Et là, on a un module dans lequel il va traiter de façon spécifique des marqueurs sémantiques sur les consommations d'alcool. Voilà. Et on sait que c'est un sujet très important. Et du coup, on peut aider les équipes qui n'ont pas d'addictologue à pouvoir avancer dans des éléments qui vont contribuer à réduire les risques. Et ce qui va être très important aussi, c'est comment on peut accompagner le patient avec un journal de bord. Voilà. Alors, vous savez ça, il peut avoir son petit carnet, mais le jeune à qui vous dit « prends ton carnet », il va vous dire « ouais ». Mais si vous lui dites « t'as bien une tablette ou un téléphone », ok. Et du coup, là-dessus, on va lui montrer, il pourra scanner un QR code et il pourra avoir un petit tableau de bord avec son mot de passe, dans lequel il va pouvoir décrire ses consommations sur les différentes semaines. Et on pourra également inscrire sur le tableau de bord des marqueurs émotionnels, des marqueurs comportementaux, et les informations qu'il va saisir, eh bien, il pourra les retransmettre au thérapeute qu'on a défini, qui est peut-être l'infirmière, le médecin ou l'éducateur. Je ne sais pas, ça dépend de l'organisation ou de comment les choses sont prévues. Mais là, c'est vraiment intéressant comment le numérique et comment le fait que la plupart des gens aujourd'hui ont une tablette ou un téléphone, je ne demanderai pas qui en a pas parmi vous, ça devient exceptionnel. Et du coup, c'est intéressant de leur proposer d'avoir cet accompagnement qui peut les aider dans l'alcool, qui peut les aider aussi. Moi, je réfléchis à ça et on le propose dans le retour au travail. Après un long arrêt de travail pour une dépression, par exemple, on sait que la reprise au travail est un moment très difficile. Eh bien, le journal de bord qu'il va faire, qu'il pourra envoyer peut-être toutes les semaines à un clinicien, ça va contribuer à le soutenir dans la démarche thérapeutique qu'il va vouloir organiser. Voilà des éléments de présentation de Psynum, de ce logiciel qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, mais qui surtout vient valoriser notre propre intelligence pour nous mettre dans une démarche personnalisée et rigoureuse et précise. C'est de la médecine de précision que je vous propose de partager avec cet outil. Merci de votre attention. Une dernière question par rapport à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Nous avons, avec les ados, parfois donc, difficulté à pouvoir démarrer une communication, et nous faisons de l'inaction et de l'empathie métaphorisante, pour reprendre les termes de Lebovici. Et par rapport à votre logiciel et ce discours intérieur qui me paraît extrêmement intéressant, pour également mes collaborateurs, souvent il y a un primum qui revient, tout particulièrement dans notre société occidentale, c'est le primum de la honte, et qui peut devenir un poison de l'esprit et qui enferme les adolescents donc, dans des ruminations, dans des fonctionnements qui peuvent les amener à se scarifier, voire aller au-delà. Et donc je trouve intéressant ce que vous avez abordé, c'est de la notion du langage intérieur. Et comment les soutenir pour qu'ils puissent s'autoriser à déposer, parce que le jugement qu'ils ont sur eux fait que souvent, ils ont l'idée que les thérapeutes en face d'eux pourraient les juger comme eux se jugent. Comment l'outil pourrait être utilisé justement je pense parce qu'il est interactif, parce que c'est un outil qui correspond aux adolescents d'aujourd'hui. Je pense que, comme vous l'avez dit, ils sont sensibles à leur ordinateur, à leur portable, etc. Et comment vous voyez l'action que nous pourrions avoir avec le logiciel pour leur permettre d'avancer? Parce que souvent, quand on aborde la notion de la honte comme un poison d'esprit, souvent ils ont un sourire et ça les apaise. Et souvent, ils arrivent après à communiquer et éventuellement aborder les blessures qu'ils ont vécues. Alors, vous avez raison, c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un outil, dont certains disent, qui sert de tiers également dans l'interaction avec le jeune. Donc, du coup, on évite d'être dans une confrontation duel, et du coup, on peut être en accord ou en désaccord, et on peut avoir des marqueurs de honte, de culpabilité qui peuvent apparaître, et telle qu'elle est entendue dans son discours, et avec l'idée que le discours, ça peut évoluer. Et donc là, on est sur quelque chose dans lequel on l'inscrit dans une dynamique, puisque le langage intérieur, il évolue.
comment on va l'aider à le modifier, parce qu'il est construit avec ce qu'il a appris, avec ce qu'il a entendu. Il est le reflet de son histoire, mais il n'est pas figé, parce que c'est une personne vivante. Et il est plus ou moins d'accord de venir voir le psy, mais il est là, et du coup, on va l'aider à lui donner des outils. Et on travaille vraiment pour lui avec des outils dont il est déjà familier, et dans lesquels il va sentir qu'on est là dans une proximité aussi, parce qu'on se rapproche de lui. Et les outils à distance vont lui permettre également de pouvoir se familiariser à saisir de l'information dans lequel il a une maîtrise en pensant qu'il suffit de dire ce qu'il veut, mais en même temps, quand il parle de lui, plus qu'il ne le pense aussi, que c'est ça qui est intéressant. Après, ce que je vous montrais, c'est qu'on a aussi des images. Quand le langage intérieur est difficile à définir, on a une série d'images, plus adultes ou plus ados, dans lesquelles on peut lui dire qu'on a construite avec l'école des Gobelins dans un précédent projet. Et on peut dire, tiens, quand vous voyez cette image, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. C'est aussi un support qui peut permettre d'évoluer et de l'aider. Parfois, on a des patients qui ont du mal à exprimer parce qu'ils sont trop honteux ou trop douloureux ou trop inhibés dans leur propre langage intérieur. Et du coup, voilà, ça peut aider à suggérer des émotions sur les visuels qu'on a mis là. Et on peut l'étoffer. C'est une façon de pouvoir diversifier l'approche, quoi. Oui, bonsoir, docteur Attier, psychiatre adulte. J'avais une question à vous poser sur quel type de structure votre interface a été déployée, des structures d'intra-hospitalier ou d'extra, sur le type CMP, service d'accueil des urgences psychiatriques ou autres, et surtout quel retour vous avez des équipes soignantes, à la fois les équipes médicales ou paramédicales, d'utilisation de cette interface sur quel type d'établissement. Est-ce que c'est des établissements universitaires, des établissements spécialisés? Quel recul vous avez d'emploi et d'utilisation de l'outil? On est sur un outil qui est extrêmement innovant. Dans le monde, on est 3 équipes à travailler avec ce genre d'outil. Donc aujourd'hui, c'est très peu diffusé. La seule équipe aujourd'hui qui l'utilise en France, c'est mon équipe à Amiens. Et après, c'est des équipes au Québec qui, eux, l'ont davantage développé, quoi. Donc là, on est dans la phase de développement. Les infirmiers qui l'utilisent, notamment autour de la dimension psy-addicto, sont très satisfaits de l'interaction qu'ils peuvent avoir et se sentent soutenus par cette démarche qui est proposée. Les psychologues qui l'utilisent aussi, dans cette démarche-là, de pouvoir construire et d'interagir avec le patient. Donc on a ces retours-là aujourd'hui, mais on est sur quelque chose qui est très innovant et dans lequel aujourd'hui, voilà, c'est vraiment la capacité qu'on peut avoir à le déployer, à le personnaliser, à se familiariser. Là, je vous en ai fait une présentation de on n'a vu même pas 10% du potentiel, là, hein, mais c'est la démarche que vous avez perçue. Après, il faut se familiariser, il faut se former à l'outil pour avoir la capacité à pleinement l'utiliser et être à l'aise avec. Mais les patients, même quand on démarre au début, les patients, ils peuvent voir qu'on est en train d'initier une nouvelle démarche, ils peuvent comprendre. Quand les patients comprennent notre démarche, ils l'acceptent bien. Et moi, j'ai que d'excellents retours des patients qui viennent, qui reviennent et qui attendent qu'on puisse le faire. Mais je ne le fais pas forcément systématiquement, même si je me le pense. Il y a des situations où je n'ai pas trouvé utile de le refaire. On a plutôt retravaillé les éléments qui avaient été évoqués autour des marqueurs qui avaient pu être considérés à une fois précédente et dans lesquels on peut le faire. Mais c'est vraiment à chacun d'avoir la souplesse. Mais si on est sur la démarche, tiens, on veut voir par exemple ce jeune se plaint, ou moins jeune, de troubles du sommeil, qui est quand même une des plaintes fréquentes, eh bien avant d'aller vers des démarches notamment pharmacologiques, on a toute une investigation des sommeils, du sommeil. Peut-être il y a des éléments de cauchemar. Vous savez à quel point les cauchemars dans le trauma, c'est difficile à soigner. Et bien du coup, on peut clarifier ce processus du trouble du sommeil et peut-être aller vers d'autres investigations. Mais c'est vraiment pour moi la démarche de l'aider à lui donner des clés de compréhension de comment il fonctionne et qu'on partage ça. C'est vraiment pour moi la démarche médicale partagée d'information autour de sa demande. On va choisir et on a le volet des outils psychométriques, on a le volet de l'analyse linguistique, on a le volet de la nutrition. Et là, on peut le refaire souvent. Les gens, ils sont vraiment très sensibles à ça et du coup, ils vont revenir. Et c'est aussi une façon d'aborder de façon un petit peu polymodale l'intervention qu'on va pouvoir lui proposer, quoi.
Moi, j'avais une question plutôt en termes de limite. Est-ce que vous avez déjà observé une limite de l'outil avec une population ? Je croyais que vous alliez me parler de mes propres limites, que je connais mieux. J'essaie de les connaître. Alors, non, les limites... vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas en capacité, mais on va le faire prochainement, de travailler avec une famille. Voilà. Ce que j'ai fait qui marche très bien, j'ai travaillé avec un patient déprimé et sa famille. Il y avait son épouse et son fils, dans lequel c'était un homme qui était dans une situation vraiment profondément dépressive, avec un risque suicidaire important, qui avait plus de 70 ans. On a un module spécial personnes âgées, à risque suicidaire aussi, et dans lequel il avait dû, suite au Covid, fermer sa société, qu'il avait mis 50 ans à construire, qu'il avait légué à ses enfants et qu'ils avaient dû fermer. Il avait dû déménager très infecté. Et je voyais bien un désaccord dans l'interaction familiale, quoi, où les proches, très affectueux, très attentifs, ne comprenaient pas sa détresse. Et du coup, j'ai fait l'entretien structuré, avec l'accord, bien sûr, du patient, avec sa famille qui était présent. Et il a été très direct, très authentique dans ce qu'il a exprimé de ce recueil de biopsies que j'ai fait. Et quand ils ont vu l'analyse des marqueurs de sévérité qui étaient exprimés, ça a eu un profond impact sur eux, pour percevoir, voilà, qu'est-ce qui se disait dans cette interaction et comment ces mots, cette façon que leur père, leur mari avaient de parler étaient importants. Et je leur ai dit, ce que vous lui dites, vous aussi, c'est très important. Et après, j'ai travaillé, mais là, hors logiciel, sur leur langage à eux avec lui. Et comment on parle avec un patient déprimé. Ça, c'est un module que j'aimerais pouvoir intégrer aussi. Comment l'interaction familiale, comment on est capable de consolider ce que vous savez qu'ils appellent l'approche systémique, mais dans lequel on a fait des efforts, mais je pense que la thérapie familiale est extrêmement importante, mais qu'elle est coûteuse en temps, en énergie, en disponibilité, et comment on pourrait être aidé. Aujourd'hui, c'est une limite que j'essaye de dépasser, comment on peut avoir un outil qui nous aide dans le travail familial. Je l'ai fait sur ce modèle-là, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, parce que de partager cette information, et là, ce n'est pas le psy qui raconte son diagnostic, c'est la machine qui propose. Voilà. Et c'est nous qui nous mettons d'accord sur ces éléments-là. Et du coup, vous voyez l'importance de valider tous ensemble. Et le patient a dit, OK, c'est vrai que j'ai ces marqueurs-là, c'est vrai qu'il y a ces points de pessimisme qui sont venus et qui ont été identifiés, et que le niveau de dépression a été repéré comme particulièrement important. Et quand il lui disait, maintenant, le fils a dit une phrase, maintenant, la balle est dans ton camp, c'est à toi de changer, quoi. Je me suis dit, vous vous rendez compte de ce que vous avez choisi comme phrase, quoi, avec un patient suicidaire dépressif, le mettre dans cette position. Je lui ai dit, on pourrait entendre qu'il y a de la culpabilisation dans ce que vous avez dit, quoi. Et il me dit, mais non, pas du tout. Mais j'aurais aimé avoir un traitement de logiciel qui me dit ça et qui trouve ça et qui puisse m'aider pour consolider. Voilà, des éléments de limite. Mais l'intérêt du numérique, c'est qu'on peut vraiment le faire évoluer et répondre à des demandes, quoi. Imaginez aussi la composante cognitive. Parce que je travaille en psychogériatrie. D'accord. Et on a aussi la démence associée aux troubles psychiatriques. Oui. Et donc là, le discours n'est plus toujours cohérent. OK. On a du manque du mot. Okay. Est-ce que du coup, l'outil peut pallier ? Alors aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas de base suffisante pour travailler sur ce type de patient si les éléments neurodégénératifs sont avancés, quoi. Voilà, ça c'est une piste. Aujourd'hui, je n'ai pas ça dans la base, quoi, mais on pourrait travailler ça. Ça pourrait être une piste de pouvoir interagir et comment de prendre en compte l'état cognitif dans l'analyse du langage avec des marqueurs cognitifs. À ma connaissance, on n'a pas ce niveau de ressources aujourd'hui, mais ça va se faire parce que c'est un besoin très important. C'est un besoin très important. Vous voyez, moi j'ai travaillé avec le langage des aides-soignants dans l'interaction avec des patients âgés. Et les aides-soignants, ils ont une interaction dans l'intimité du patient. Et en même temps qu'ils font la toilette, là je pense plutôt à la gériatrie, eh bien ils leur parlent. Et du coup, j'ai analysé ce que disent les patients avec des propositions d'analyse de pensée ou de phrases que peut dire le patient, et comment lui peut répondre à ça, et travailler sur l'interaction entre l'aide-soignant et le patient, et à quel point c'est important, parce que c'est un moment où
le patient est réceptif aussi à ce qui va être dit, surtout que c'est un geste qui va être récurrent, qui va être régulier, et comment on peut se familiariser à cette analyse du langage. Et les aides-soignants m'ont dit, mais on n'a jamais appris à parler aux patients. Et je leur dis, c'est vrai, on vous a plus appris à mettre des pansements, aux règles d'hygiène, mais l'hygiène du langage, elle a été très sommaire dans la formation. Je ne sais pas s'il y a des référents d'ici là, mais c'est quelque chose qu'on a peu fait jusqu'à présent et qui est pourtant une ressource très importante parce que ça peut maintenir un état favorable sur le plan de l'humeur, notamment de la personne âgée dépendante. Si, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Non, s'il n'y en a pas, il nous reste à remercier chaleureusement M. GL pour sa présentation. Mais... Moi, je vous remercie. Je remercie beaucoup M. Guidoni de donner l'opportunité de vous rencontrer et de pouvoir vous montrer voilà, ce qui peut se faire, comment on peut réfléchir à ça. Je trouve que c'est une belle opportunité aussi pour vous d'avoir un directeur qui est sensible à cette question-là, parce que c'est lui qui aura quand même un rôle déterminant à la mise en place, mais que ça peut s'appuyer que sur le fait que les cliniciens perçoivent aussi l'intérêt. Et comment on va vers des modèles d'interaction qui sont un peu différents de ceux dont on a l'habitude. La plupart d'entre nous, on n'a jamais même pensé les choses comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, l'évolution technologique nous permet aussi, et j'aimerais terminer là-dessus, sur le fait qu'on fait des métiers difficiles, pas toujours très valorisants. Voilà. Et là, je trouve qu'on a l'opportunité d'être un peu soulagé dans notre démarche, d'être un peu constructif. Moi, j'ai une patiente qui vient me voir à ma consulte hier et qui me dit « Je viens vous voir, mais de toute manière, je sais bien que vous ne pouvez rien faire. Je suis résistante à tout, il n'y a rien qui marche » et qui se met en pleurant, qui a une histoire traumatique assez grave. C'est un peu pénible, quoi. Et du coup, comment on fait avec ça? Et du coup, je lui dis « Tac, on a le module des résistances, des ruminations, on a travaillé. » Et elle a arrêté de pleurer et on a vraiment trouvé. Et moi, j'ai trouvé que ça me soulageait que d'avoir à des fois à se battre pour aller chercher comment je vais trouver une ressource pour lui montrer qu'elle a bien fait de venir, qu'elle l'a valorisé. J'ai pu m'appuyer. Et du coup, pour moi, c'est vraiment précieux de valoriser aussi mieux les métiers autour de la santé mentale et qu'on ait des outils qui nous donnent encore plus de précision et de rigueur et qui nous protègent, nous aussi, dans la démarche de ce qu'on peut faire. Voilà, donc merci, monsieur le directeur, et merci à vous. Et la technique a pu suivre, et finalement, on a réussi à bien fonctionner. Merci beaucoup.